Voici une chose étrange qui a toujours été vraie de toi, bien avant que tu n'entendes le mot quantique. Tu n'as jamais fait qu'une seule expérience, celle d'être en vie. Chaque instant dont tu peux te souvenir, chaque éclat de conscience que tu aies jamais eu, chacun a été un instant où tu existais. Parce que ce sont les seuls instants que la conscience peut contenir. Tu n'as jamais eu, et tu n'auras jamais, une seule expérience de ta propre absence. Et il existe un coin de la physique qui prend ce fait tranquille et ordinaire, et le retourne en l'une des idées les plus troublantes que quiconque ait jamais proposées. L'idée que ton fil d'expérience serait, par sa structure même, empêché de finir un jour, que tu te retrouveras toujours parmi les survivants, quelle que soit l'improbabilité de la survie, quel qu'en soit le prix. Cela sonne d'abord presque comme une bonne nouvelle. Ce n'en est pas une. Alors ton propre caractère sans terme est-il un réconfort, ou le sort le plus solitaire qu'on puisse imaginer? Installe-toi confortablement, prends ton temps, et si tu veux suivre ce genre de longue descente patiente jusqu'au bout, abonnez-vous à cette chaîne, parce que c'est exactement ce que nous faisons ici. Parce que comprendre pourquoi cette idée nous saisit, et pourquoi elle finit par se défaire entre nos mains, est la chose la plus proche de la paix que ce sujet ait à offrir. Commençons. Première partie. La chose que tu ne peux pas imaginer. Il y a une petite expérience que tu as presque certainement menée sur toi-même, probablement tard dans la nuit, probablement sans jamais l'avoir décidé. Tu étais allongé dans le noir, et ton esprit a dérivé vers le fait qu'un jour, tu ne seras plus là. Et tu as essayé, juste un instant, de te le représenter. Pas les funérailles, pas les gens que tu laisserais derrière toi, la chose elle-même, l'expérience réelle de ne pas exister. Et si tu es comme presque tous ceux qui ont jamais essayé, tu as découvert que l'image refusait de tenir en place. Chaque fois que tu tentais d'imaginer l'obscurité après le dernier instant, il y avait encore, d'une certaine façon, un toi dans le cadre, un toi qui observait l'obscurité, qui remarquait le silence, qui enregistrait l'absence. Tu ne parvenais pas à te sortir de l'image, parce qu'à l'instant où tu retires celui qui observe, il ne reste plus personne pour faire l'imagination. Cet échec n'est pas un défaut personnel, ce n'est pas un manque d'effort, c'est un trait de structure de ce que c'est que d'être un esprit. Tu as passé ta vie entière à l'intérieur d'un flux d'expériences ininterrompu, et ce flux a une propriété singulière. Il n'a aucun souvenir de son propre commencement que tu puisses réellement atteindre, et il ne peut former aucune image honnête de sa propre fin. Tu peux penser les mots « je n'existerai pas », tu peux les croire complètement, mais tu ne peux pas les vivre, pas même en imagination, parce que l'expérience est justement la chose qui devrait être absente, et l'absence n'est pas une chose que l'esprit peut héberger comme une image. Alors tu tends la main vers elle, et ton imagination te glisse discrètement un substitut, une pièce faiblement éclairée avec toi encore dedans, et elle appelle cela la mort. Ce n'est pas la mort, c'est ce dont ton esprit se rapproche le plus. Et l'écart entre les deux est le sujet de tout ce qui va suivre. Je veux commencer ici, dans le noir, avant toute physique, parce que j'ai besoin que tu sentes que tu as déjà effleuré l'étrangeté au centre de cette vidéo, bien avant d'entendre le mot quantique. Le malaise que tu as senti dans cet instant, la sensation que quelque chose ne colle pas au sujet de ta propre fin, n'est pas naïf. Il pointe vers quelque chose de réel. Pendant presque toute l'histoire humaine, les gens ont géré ce malaise avec des récits, avec la foi, avec le réconfort du sens. Ce que je veux faire ce soir est différent. Je veux prendre la théorie la plus précise, la plus rigoureusement testée de toute l'histoire des sciences. La théorie qui a bâti le monde dans lequel tu vis, et la suivre, selon une lecture particulière, jusqu'à sa conclusion sur ta propre mort. Et la conclusion qu'elle propose n'est pas un réconfort. C'est l'une des idées les plus troublantes de toute la physique. Une idée que des scientifiques sérieux ont prise au sérieux. Et elle dit, en langage clair, que ton flux d'expérience pourrait ne jamais finir. Pas parce que tu es spécial, pas parce que quelque chose veille sur toi, mais à cause de la structure froide de la manière dont la réalité pourrait être bâtie. L'idée porte un nom. On l'appelle d'ordinaire l'immortalité quantique, et son jumeau plus sombre s'appelle le suicide quantique. Et le temps que nous ayons fini, tu comprendras exactement d'où viennent l'un et l'autre, exactement comment l'argument est assemblé, et exactement pourquoi il se défait presque à coup sûr. Mais je ne vais pas me précipiter vers le réconfort du pourquoi il se défait. Ce serait te voler l'expérience réelle de cette idée, qui est que, pendant un moment, si tu la suis honnêtement,
elles semblent pouvoir être vraies, et il n'existe aucun endroit évident où pousser en retour. Le démontage, quand il viendra, vaut davantage si tu as d'abord senti le sol devenir mou sous tes pieds. Alors nous allons construire la chose avec soin, pièce par pièce, exactement comme elle a été construite par les physiciens qui l'ont pensée en premier. Et nous allons la laisser se dresser, de toute sa hauteur effrayante, avant de passer derrière elle pour voir ce qui la tient debout. Il te faudra 3 choses pour suivre l'argument, et nous allons les rassembler une à une, lentement, sans laisser un seul terme technique inexpliqué. La première est l'écart étrange et non résolu au centre même de la mécanique quantique, la question à laquelle la théorie n'a jamais répondu, la question de savoir pourquoi tu ne vois jamais qu'une seule version des événements, quand les mathématiques, elles, insistent pour en décrire plusieurs. La deuxième est la tentative la plus audacieuse que quiconque ait jamais faite pour combler cet écart. Une idée qui dit que l'univers ne choisit pas du tout entre les possibilités, que chaque issue arrive, chacune dans sa propre branche de la réalité. Et la troisième est une seule hypothèse, discrète et presque raisonnable, sur l'endroit où ton expérience consciente doit aller quand l'une de ces branches se heurte à un mur. Empile ces 3 choses dans le bon ordre, et la conclusion de l'immortalité en tombe presque toute seule. Tu la verras venir, et tu ne pourras toujours pas l'arrêter. Voici la phrase que je veux que tu emportes à travers tout cela, parce que nous allons y revenir à la toute fin, et quand nous le ferons, son sens aura complètement changé. La phrase est celle-ci. Tu n'as jamais fait qu'une seule expérience, celle d'être en vie. En ce moment, elle sonne comme rien du tout, comme une évidence qui se mord la queue. Bien sûr que tu n'as jamais fait que l'expérience d'être en vie. Quoi d'autre pourrais-tu vivre? Tiens-la quand même. Range-la quelque part en lieu sûr, à l'arrière de ton esprit, parce que cette petite observation évidente, presque sotte, va se révéler être le moteur caché sous tout ce cauchemar. Mais cela, c'est la fin du voyage, et nous sommes au début. Alors laisse-moi t'emmener à l'endroit où tout cela commence, qui n'est pas un lit de mort, ni un cimetière, mais quelque chose de bien plus étrange et de bien plus ordinaire. Cela commence avec une seule particule, et une question si simple qu'elle semble avoir dû trouver réponse il y a un siècle, et si peu résolue qu'elle n'a toujours pas de réponse. La question est celle-ci. Quand tu ne regardes pas le monde, que fait-il réellement? Deuxième partie, le trou au centre de tout. Laisse-moi te dire à quel point la mécanique quantique est bonne. Parce que tu ne peux pas comprendre pourquoi l'argument de l'immortalité est si difficile à écarter, tant que tu n'as pas compris qu'il pousse à partir du savoir le plus fiable que les êtres humains aient jamais produit. La mécanique quantique est la théorie du très petit, le livre de règles des atomes, des particules et de la lumière, et elle est correcte à un degré qui n'a pas de véritable équivalent ailleurs dans la science. Il existe une propriété particulière de l'électron, une minuscule force magnétique qu'il porte, que la théorie prédit et que l'expérience mesure. Et la prédiction et la mesure s'accordent à mieux qu'une partie sur 1000 milliards. Imagine mesurer la distance de chez toi jusqu'à la Lune, et te tromper de moins que l'épaisseur d'un seul cheveu. Voilà le genre de précision dont nous parlons. Chaque transistor dans l'appareil sur lequel tu m'écoutes, chaque laser, chaque scanner médical, la lueur de chaque étoile, tout cela tourne sur ces règles, et les règles n'ont jamais, pas une seule fois, été prises en défaut. Et pourtant, au centre même de cette théorie sans faille, il y a un trou. Il y a une question à laquelle la théorie ne peut pas répondre. Un écart si fondamental et si gênant que les physiciens se disputent à son sujet depuis presque 100 ans sans le résoudre. Pour comprendre cet écart, je dois te présenter le personnage central de la mécanique quantique, la chose qui fait tout le travail. Un objet qu'on appelle la fonction d'onde. Quand les physiciens veulent décrire une particule, un électron par exemple, ils n'écrivent pas où il se trouve. Ils écrivent sa fonction d'onde. Et la fonction d'onde fait quelque chose qui n'a aucun équivalent dans la vie de tous les jours. Elle ne te dit pas que l'électron est ici, ni qu'il est là. Elle te dit que l'électron est, dans un sens très réel et mesurable, une combinaison pondérée d'ici et de là en même temps. Un mélange de possibilités, toutes coexistant à la fois. Les physiciens appellent cette condition une superposition. Et ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas non plus une affirmation sur notre ignorance. L'électron se comporte véritablement comme s'il empruntait tous ses chemins disponibles d'un seul coup. Et on peut le prouver. Parce que ces chemins interfèrent les uns avec les autres d'une manière qui n'a de sens que s'ils sont tous en train de se produire réellement.
Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur l'homme qui, le premier, a osé dire que la matière elle-même était faite d'ondes. C'était un jeune physicien français, Louis de Broglie. Dans sa thèse, au début des années 20, il avança l'idée stupéfiante que toute particule de matière portait avec elle une onde. Cela semblait presque absurde. Cela lui valut, en 1929, le prix Nobel de physique. Et c'était vrai. Retiens ce mot, onde, parce que tout ce qui suit ce soir en dépend. Je veux te donner la démonstration la plus limpide de tout cela, parce que c'est l'expérience qui, plus que tout autre, t'impose l'étrangeté et refuse de te laisser l'expliquer. On l'appelle l'expérience des deux fentes. Voici le décor. Tu as une barrière, avec deux fentes étroites découpées dedans, côte à côte, et un écran derrière. Et tu tires des particules, des électrons disons, une à la fois, sur la barrière. Le bon sens dit que chaque électron doit passer par une fente ou par l'autre. Et donc, au fil du temps, tu devrais voir deux simples bandes s'accumuler sur l'écran, une derrière chaque fente, là où les électrons se sont empilés. C'est ce que font les particules. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Ce qui s'accumule sur l'écran, électron par électron unique, ce ne sont pas deux bandes. C'est un motif de nombreuses rayures, claires et sombres, alternées, la signature indubitable d'ondes qui interfèrent les unes avec les autres. Et voici la partie qui devrait faire se dresser les poils de ton bras. Ce motif s'accumule même quand tu tires les électrons un à la fois, avec de longs intervalles entre eux, de sorte qu'il n'y a jamais plus d'un seul électron dans l'appareil à la fois. Il n'y a rien pour que chaque électron interfère, sauf, d'une manière ou d'une autre, avec lui-même. La seule façon de donner un sens aux rayures, c'est que chaque électron unique passe par les deux fentes à la fois, comme un étalement de possibilités, et interfère avec lui-même sur le chemin de l'écran. Et voici le geste qui achève l'étrangeté. Si tu places un détecteur aux fentes, pour surprendre l'électron en flagrant délit, pour voir par quelle fente il passe réellement, l'électron se révèle toujours passer par exactement une seule fente, comme une particule raisonnable. Et le motif rayé disparaît simplement, remplacé par les deux bandes plates que le bon sens attendait depuis le début. Regarde, et tu obtiens une seule fente et aucune rayure. Ne regarde pas, et tu obtiens les deux fentes et les rayures. L'acte de découvrir quel chemin a été pris détruit la chose même qui rendait l'expérience étrange. Le grand physicien Richard Feynman disait que cette seule expérience contenait tout le mystère de la mécanique quantique, que tout le reste en découle. Il existe une équation qui gouverne la façon dont la fonction d'onde change au fil du temps. Elle a été écrite en 1926 par un physicien autrichien nommé Erwin Schrödinger, et c'est l'une des équations les plus importantes jamais découvertes. Voici la chose cruciale à son sujet. L'équation de Schrödinger est lisse, elle est continue, elle est complètement déterministe, ce qui veut dire que si tu connais la fonction d'onde maintenant, l'équation te dit exactement ce qu'elle sera plus tard, sans aucun hasard, et elle ne choisit jamais, au grand jamais, d'elle-même, une issue unique. Laissée à elle-même, l'équation continue simplement d'étaler les possibilités et de les faire évoluer vers l'avenir. L'équation décrit un monde de nombreuses possibilités coexistantes, et elle décrit ce monde parfaitement. Mais ce n'est pas le monde que tu vois. Quand tu vas réellement mesurer où se trouve l'électron, tu ne trouves pas un mélange, tu le trouves à un seul endroit, ici ou là, une seule réponse définie. Le détecteur clique en un seul point, et rien dans l'équation de Schrödinger ne te dit pourquoi. Ce claquement, cet effondrement de nombreuses possibilités vers une seule, est quelque chose que les physiciens ont dû ajouter à la théorie à la main, comme une règle séparée, parce que l'équation refuse de le faire. La recette standard pour gérer cela a environ 100 ans. On l'appelle, vaguement, l'interprétation de Copenhague, d'après la ville où le physicien Niels Bohr fit une grande partie de son travail. La recette dit, en substance, ceci. Tant que tu ne regardes pas, la fonction d'onde s'étale selon l'équation de Schrödinger, explorant toutes ses possibilités. Mais à l'instant où tu fais une mesure, la fonction d'onde s'effondre. Elle saute instantanément, et au hasard, de l'étalement des possibilités jusqu'à un seul résultat réel. Et la probabilité d'obtenir tel ou tel résultat est donnée par une règle découverte par le physicien Max Born, elle aussi, en 1926, qui dit que la vraisemblance d'une issue est le carré de la manière dont cette issue était représentée dans la fonction d'onde. La règle de Born fonctionne sans faute.
Parie sur la mécanique quantique en te servant de la règle de Born, et tu ne perdras jamais. C'est le cœur de la raison pour laquelle la théorie est si précise. Mais remarque ce que la recette ne dit pas. Elle ne dit pas ce qu'est réellement une mesure. Elle ne dit pas pourquoi la mesure devrait être spéciale. Pourquoi l'acte de regarder devrait avoir le pouvoir magique de forcer la nature à choisir. Elle ne te dit pas où se trouve la ligne entre le monde quantique, où les choses peuvent être dans plusieurs états à la fois, et le monde de tous les jours, où les choses sont obstinément dans un seul état. Et pire que tout, elle ne dit pas ce que le mot effondrement veut réellement dire. Quel processus physique est censé se produire quand de nombreuses possibilités en deviennent une. La recette est un ensemble d'instructions qui fonctionnent parfaitement et n'expliquent rien. C'est comme si tu avais un livre de cuisine qui produisait des résultats sans faute à chaque fois, mais qui, à l'étape cruciale, disait simplement « et ici un miracle se produit ». Ce miracle, ce saut inexpliqué du multiple vers l'unique, est ce que les physiciens appellent le problème de la mesure. C'est le trou au centre de la théorie la plus réussie jamais écrite. Et c'est la fissure d'où tout notre cauchemar va ramper. Un physicien nommé Erwin Schrödinger, le même homme qui nous a donné l'équation, détestait tellement cette histoire d'effondrement qu'en 1935, il conçut une expérience de pensée pour montrer à quel point elle était absurde. Tu en as probablement entendu parler, parce qu'elle est devenue l'une des images les plus célèbres de toute la science, même chez les gens qui n'ont jamais étudié la physique. Elle met en scène un chat. Schrödinger dit « Imagine que tu scelles un chat dans une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, tu places un seul atome radioactif, un détecteur et une fiole de poison. Le montage est truqué de telle sorte que si l'atome se désintègre, le détecteur se déclenche, le poison est libéré et le chat meurt. Si l'atome ne se désintègre pas, rien ne se passe et le chat vit. Or, l'atome radioactif est un système quantique. Avant que quiconque regarde, sa fonction d'onde dit qu'il est dans une superposition, un mélange de désintégrés et de non désintégrés en même temps. Et voici l'aiguille que plante Schrödinger. Si l'atome est dans une superposition de désintégrés et de non désintégrés, et que le sort du chat est lié directement à l'atome, alors, par la stricte logique de la théorie, tant que personne n'ouvre la boîte et ne regarde, le chat lui-même doit être dans une superposition de mort et de vivant. Pas mort, pas vivant, mais un véritable mélange des deux à la fois. Schrödinger trouvait cela ridicule à l'évidence. Un chat, insistait-il, est manifestement soit vivant, soit mort. Son propos était aiguisé et sérieux. La recette de l'effondrement ne te dit jamais à quelle échelle l'absurdité est censée s'arrêter. Nous acceptons qu'un seul atome puisse être dans deux états à la fois. Soit, mais un détecteur, le peut-il, un chat, un être humain, l'univers tout entier, où exactement tombe la ligne et qu'est-ce qui la trace? La recette de Copenhague n'a pas de réponse. Elle agite simplement les mains vers le mot mesure et espère que tu ne poseras pas trop de questions. Schrödinger voulait le chat comme un avertissement, une manière de dire « regardez comme c'est cassé ». Mais il y avait une autre manière de répondre au chat, une manière que Schrödinger n'a jamais sérieusement envisagée, une manière qui ne recule pas devant l'absurdité, mais l'embrasse complètement. Et si le chat était réellement dans les deux états? S'il n'y avait aucune ligne, aucune échelle spéciale, aucun moment magique d'effondrement, et que la superposition continuait simplement, tout du long, à travers le détecteur et le poison, et le chat, et toi, et le monde entier, et si la raison pour laquelle tu ne vois jamais qu'un seul chat n'était pas que l'univers choisit, mais que toi, tu te dédoubles. C'est l'idée vers laquelle nous nous tournons maintenant. Et c'est le deuxième de nos 3 morceaux. Et c'est le geste le plus audacieux que quiconque ait jamais fait dans l'histoire de la physique. 3e partie. L'univers qui refuse de choisir. À l'automne 1954, un étudiant en doctorat de l'université de Princeton buvait, selon son propre récit plus tardif, du xérès avec des amis, quand l'idée centrale de sa vie lui vint. Il s'appelait Hugh Everett. Il était vif, insolent, amateur de science-fiction, de bonne chère et de discussion. Et il étudiait sous la direction de l'un des physiciens les plus imaginatifs du siècle, John Wheeler, l'homme qui, plus tard, inventerait le terme de trou noir. Everett se débattait avec le problème de la mesure.
l'écart que nous venons de traverser. Et il eut ce que je considère comme l'une des idées les plus nettes et les plus radicales que quiconque ait jamais eues sur la nature de la réalité. Son idée était, en son cœur, un acte de soustraction. Il regarda les deux pièces de la recette de Copenhague. L'équation lisse de Schrödinger qui étale les possibilités, et l'effondrement mystérieux qui les rabat vers une seule. Et il posa une question qui sonne presque trop simple pour être profonde. Et si nous supprimions simplement l'effondrement? Réfléchis à ce que cela veut dire. L'effondrement était la partie que personne ne pouvait définir, l'étape du miracle, l'endroit où le livre de cuisine disait « un miracle se produit ». On l'avait boulonné à la main précisément parce que l'équation ne la produirait pas. Alors Everett dit « cessons de la boulonner ». Gardons seulement la partie de la théorie qui fonctionne réellement comme de la physique, l'équation lisse de Schrödinger, et appliquons-la à tout, sans aucune exception. Pas seulement à l'électron, au détecteur qui mesure l'électron, au physicien qui lit le détecteur, à l'air de la pièce, au bâtiment, à la planète. Tout obéit à l'unique équation, tout le temps, et rien ne s'effondre jamais. Et puis il élabora, avec soin, ce que cela implique honnêtement. Et ce que cela implique est stupéfiant. Suis lentement. Suppose qu'un électron soit dans une superposition de deux états, appelons-les haut et bas, et qu'un physicien va le mesurer. Sous l'ancienne recette, la mesure effondre l'électron soit en haut, soit en bas, au hasard. Mais Everett dit qu'il n'y a pas d'effondrement. Alors que dit réellement l'équation? Elle dit que le physicien s'intrique avec l'électron. La propre fonction d'onde du physicien se joint à celle de l'électron, et le système combiné évolue vers une superposition de deux morceaux. Dans un morceau, l'électron est haut, et le physicien a vu haut, et pense « j'ai mesuré haut ». Dans l'autre morceau, l'électron est bas, et le physicien a vu bas, et pense « j'ai mesuré bas ». Ces deux morceaux sont pleinement réels. Chacun contient un physicien conscient complet, avec ses souvenirs et ses pensées, et le sentiment d'avoir observé un seul résultat défini. Aucun des deux ne se sent incomplet. Chaque version du physicien est parfaitement convaincue d'avoir vu l'unique issue. Et chacune a raison, à l'intérieur de sa propre branche. L'univers, dans le tableau d'Everett, a bel et bien choisi entre haut et bas. Il s'est ramifié. Il s'est scindé en deux histoires, toutes deux également réelles, chacune contenant sa propre copie du physicien qui croit que son résultat était la seule chose arrivée. Et ce n'est pas un événement spécial qui exige un laboratoire. Cela arrive constamment, partout, à chaque instant, pour chaque événement quantique qui a plus d'une issue possible, ce qui les concerne à peu près tous. La réalité, selon cette vue, n'est pas un fil unique courant du passé vers l'avenir. C'est un arbre qui se divise sans cesse, se ramifiant encore et encore. Une multitude vertigineuse d'histoires parallèles, toutes poussant hors du même tronc, chacune aussi solide et réelle pour ses habitants que celle-ci te semble en cet instant. Everett appela cela la formulation en état relatif, un nom sec et modeste. Le nom plus célèbre vint plus tard, en 1970, quand le physicien Bryce DeWitt le popularisa et lui donna le titre qui est resté, l'interprétation des mondes multiples. Maintenant, je sais comment cela sonne. Cela sonne comme le genre le plus délirant de science-fiction. Et ton premier réflexe, comme celui de presque tout le monde, est probablement de l'écarter d'un revers de main. Sûrement, c'est trop. Sûrement, l'explication la plus simple est que l'univers choisit juste une issue et passe à la suite. Mais voici la chose avec laquelle j'ai besoin que tu t'assoies. Parce que c'est la raison pour laquelle l'argument de l'immortalité ne peut pas être écarté en écartant simplement les mondes multiples. Selon les critères ordinaires que les physiciens emploient pour juger les théories, les mondes multiples ne sont pas l'option extravagante. C'est l'option économe. Réfléchis-y. La recette de Copenhague doit ajouter à la théorie un processus entier supplémentaire, l'effondrement. Un processus que personne ne peut définir, personne ne peut situer, personne ne peut expliquer. Les mondes multiples n'ajoutent rien. Ils prennent l'équation que nous avons déjà, l'équation dont nous savons qu'elle fonctionne, et ils la prennent simplement au pied de la lettre, et refusent d'ajouter quoi que ce soit par-dessus. L'étrangeté n'est pas dans les mathématiques. Les mathématiques sont les mêmes. L'étrangeté est seulement dans ce que les mathématiques disaient depuis le début, si tu avais le cran de le croire. Voilà pourquoi les mondes multiples ne sont pas une position marginale tenue par des illuminés. C'est un candidat sérieux,
pris au sérieux par certains des physiciens les plus respectés en vie. David Deutsch, l'une des figures fondatrices de l'ordinateur quantique, soutient qu'on ne peut même pas donner un sens à la manière dont un ordinateur quantique fait ce qu'il fait, à moins que les autres branches ne soient physiquement réelles. Le physicien Sean Carroll a écrit un livre entier pour défendre les mondes multiples comme la lecture la plus honnête de la théorie. Ce ne sont pas des gens en marge, ils sont au centre du domaine, et cela compte énormément pour l'endroit où nous allons. Parce que cela veut dire que lorsque l'argument de l'immortalité dit « si les mondes multiples sont vrais, alors telle chose suit », tu ne peux pas t'échapper en disant que les mondes multiples sont manifestement faux. Ils ne le sont pas. Ils pourraient bien être vrais. Et s'ils le sont, nous devons prendre au sérieux ce qu'ils impliquent à ton sujet. Il y a une dernière pièce que je dois te donner avant que le tableau ne soit complet. Et elle répond à l'objection la plus naturelle que tu es probablement déjà en train de former. Si le monde se scinde constamment en branches parallèles, pourquoi ne l'as-tu jamais remarqué? Pourquoi ne vois-tu jamais l'autre version de toi-même? Pourquoi ta réalité paraît-elle si parfaitement, si obstinément unique? La réponse est un processus au nom légèrement technique et au sens magnifique et important. Le processus s'appelle la décohérence. Il fut élaboré par un physicien nommé Dieter Zeh en 1970 et développé au cours des années 80 par Wojciech Zurek. Voici ce qu'il dit, en termes simples. La raison pour laquelle des branches différentes pourraient en principe être détectées, c'est que les possibilités quantiques peuvent interférer les unes avec les autres, tant qu'on les conserve parfaitement isolées. Mais à l'instant où un système quantique touche son environnement en désordre, les milliards de molécules d'air, les photons de lumière, la chimie tiède et humide d'un cerveau vivant, ces relations délicates qui permettraient aux branches d'interférer, se brouillent et se dispersent presque instantanément à travers d'innombrables particules. Et une fois que cela arrive, les branches deviennent, à toute fin pratique, scellées les unes des autres pour toujours. Il faut ici rendre justice à un savant français, parce que personne n'a mieux montré la fragilité de ces états superposés que Serge Haroche. Au Collège de France et à l'École normale supérieure, Haroche parvint à quelque chose que beaucoup jugeaient impossible. Il piégea des particules de lumière et regarda, en temps réel, la superposition mourir. Il vit la décohérence à l'œuvre, directement, dans du matériel réel. Ce travail lui valut le prix Nobel de physique en 2012, conjointement avec l'Américain David Wineland. Retiens son nom. Il reviendra. Laisse-moi te donner la phrase à emporter. Parce que, comme l'autre, elle va revenir transformée. Les branches ne se touchent jamais. Une fois que la décohérence a fait son travail, et elle le fait en une infime fraction de seconde pour quoi que ce soit d'aussi grand qu'un chat ou une personne, les branches parallèles ne peuvent plus communiquer, ne peuvent plus interférer, ne peuvent plus se tendre la main d'aucune manière. Chacune devient une réalité privée, close sur elle-même, et les êtres à l'intérieur de chaque branche n'ont aucun moyen de détecter les autres. Ce n'est pas une limite temporaire de nos instruments, c'est un fait de structure, fondamental, sur la manière dont la scission fonctionne. Les branches ne se touchent jamais, souviens-t'en. Ce sera la chose qui rend l'argument de l'immortalité à la fois irrésistible et, en fin de compte, impossible à jamais tester. Alors nous avons maintenant deux de nos trois pièces. Nous avons le problème de la mesure, l'écart où la théorie refuse de dire pourquoi nous voyons une issue plutôt que plusieurs. Et nous avons la réponse des mondes multiples, qui comble l'écart en disant que nous voyons une seule issue parce que nous-mêmes nous nous scindons. C'est un tableau étrange et grandiose. Et jusqu'ici, il est seulement étrange et grandiose. Il n'a encore rien dit d'effrayant à ton sujet. Cela change maintenant. Parce qu'il y a un homme qui a pris cet univers ramifié et a posé une seule question, simple et terrible, à son sujet. Il a demandé, qu'arrive-t-il à une branche quand elle se heurte à un mur? Qu'arrive-t-il à toi, précisément, dans la branche où tu meurs? Et sa réponse est là où le cauchemar commence. 4e partie, la machine qui ne fait que cliquer. L'homme s'appelait Max Tegmark, un physicien suédo-américain qui, à la fin des années 90, se trouvait à l'Institute for Advanced Study de Princeton, la même ville où Everett avait eu sa révélation arrosée de Xérès, 4 décennies plus tôt. Tegmark est l'un de ces rares physiciens qui sont prêts à poursuivre une idée jusqu'à sa conclusion la plus inconfortable, puis à décrire cette conclusion sans l'adoucir.
En 1998, il publia un article au titre malicieux, demandant si la mécanique quantique parlait de mondes multiples ou seulement de mots multiples. Et à l'intérieur de cet article, il exposa la version la plus aiguisée et la plus nette d'un argument qui circulait de façon informelle parmi les physiciens depuis des années. Il lui donna 2 noms, selon le côté par lequel tu le regardais. Vu de l'extérieur, il l'appela le suicide quantique. Vu de l'intérieur, il l'appela l'immortalité quantique. Et il est bâti délibérément comme une machine. Alors laisse-moi te construire la machine, pièce par pièce. Imagine un dispositif. En son cœur se trouve une mesure quantique, la chose la plus véritablement aléatoire que l'univers offre. Aléatoire non pas parce que nous sommes ignorants, mais parce que l'univers lui-même n'a pas, sur l'ancien tableau, décidé. Maintenant, relie cette mesure à un mécanisme. Le montage est brutal dans sa simplicité. Chaque fois qu'on l'active, le dispositif mesure la particule. Si elle sort d'une façon, le dispositif se déclenche, et la personne assise devant meurt instantanément. Si elle sort de l'autre façon, le dispositif ne fait qu'un clic inoffensif, et la personne vit. 50-50. Déclenchement ou clic. Mort ou vie décidée par un seul tirage à pile ou face quantique. Et puis la personne s'assoit devant ce dispositif et l'active encore et encore et encore. Demandons d'abord ce qui se passe sous l'ancien tableau ordinaire, le tableau de l'effondrement, celui que la plupart des gens portent sans y penser. Sous ce tableau, chaque activation est un vrai tirage, avec la mort d'un côté. Active-le une fois, et tu as 50% de chance de mourir. Active-le 2 fois, et la chance que tu sois encore en vie tombe à 1 sur 4. 10 activations, et tes chances de survie sont d'environ 1 sur 1000. 20 activations, environ 1 sur 1 million. Le calcul est impitoyable et évident. Continue d'activer ce dispositif, et tu finiras, avec une certitude écrasante et croissante, mort. C'est le résultat sain, attendu, ordinaire. Et c'est pourquoi aucune personne saine d'esprit ne s'assoirait jamais dans cette chaise. Mais maintenant, Tegmark pose la question qui retourne toute la chose comme un gant. Que se passe-t-il sous les mondes multiples? Souviens-toi de ce que disent les mondes multiples. Il n'y a pas d'effondrement. Chaque mesure quantique fait se ramifier le monde. Alors quand tu actives le dispositif et qu'il mesure la particule, le monde ne tire pas à pile ou face. Il se scinde. Dans une branche, le résultat a été fatal. Le dispositif s'est déclenché et cette version de toi est morte. Dans l'autre branche, le résultat a été sans danger, le dispositif a cliqué et cette version de toi est vivante et assise là, un peu secouée, prête à recommencer. Les 2 branches sont réelles, les 2 arrivent. Et voici le pivot de tout l'argument. La seule étape sur laquelle tout tourne. La version de toi dans la branche où le dispositif s'est déclenché ne fait plus aucune expérience. Il ne reste personne dans cette branche pour avoir la moindre expérience. Cette branche contient un corps et un silence et des témoins en deuil. Mais elle ne contient pas de toi. Ton expérience ne peut pas continuer là, parce qu'il n'y a plus de là où elle puisse continuer. Alors suis seulement les branches où il reste un toi vivant pour faire l'expérience. Parce que ce sont les seules branches que ton expérience peut occuper. Dans chacune d'elles, tu as entendu un clic, tu as survécu, et puis tu as recommencé, et de nouveau le monde s'est scindé, et de nouveau tu ne peux te retrouver que dans la branche où tu as entendu un clic. Et encore. Peu importe combien de fois tu actives le dispositif, la version de toi qui reste pour faire l'expérience de quoi que ce soit est toujours, nécessairement, une version qui a entendu le clic. De ton propre point de vue, à la première personne, à l'intérieur, tu ferais l'expérience d'une suite ininterrompue de clics, s'étirant sans terme. Tu te semblerais, à toi-même, impossiblement, miraculeusement, surnaturellement chanceux. Tu te semblerais, à toi-même, impossible à tuer. L'affirmation de Tegmark, énoncée dans sa forme la plus crue, est celle-ci. Si les mondes multiples sont vrais, alors tu devrais t'attendre, de ton propre point de vue subjectif, à toujours entendre le clic, à survivre à chaque fois, pour toujours. Maintenant, je dois dire quelque chose, et je vais le dire clairement, parce que cela compte plus que tout le reste dans cette vidéo. Cette expérience de pensée n'est pas une chose que quiconque devrait jamais tenter, sous quelque forme que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Elle n'a jamais été destinée à être exécutée. Tegmark lui-même
était catégorique là-dessus. C'est un instrument pour exposer une hypothèse cachée, un outil pour penser, et rien de plus. Nous allons voir, avant d'avoir fini, exactement pourquoi elle ne pourrait jamais démontrer ce qu'elle prétend, et pourquoi tout le cadrage s'effondre sous une pression attentive. Mais pour l'instant, assieds-toi avec l'inconfort, parce que l'inconfort est le propos. La machine prend une hypothèse que tu portes sans jamais l'examiner. L'hypothèse tranquille, ancrée jusqu'à l'os, que ton expérience est simplement garantie de continuer vers l'instant suivant. Qu'il y aura toujours, de l'intérieur, un instant suivant. Et elle transforme cette hypothèse en une affirmation sur ta propre immortalité. Tu sens l'hypothèse, maintenant. Tu peux sentir que tu t'attends, à un niveau en dessous de la pensée, à continuer de faire l'expérience. La machine demande, et si cette attente n'était pas seulement un sentiment, mais une loi? Et voici la chose qui rend l'argument véritablement difficile, la chose qui le sépare du non-sens ordinaire de la science-fiction. Le dispositif n'est qu'une illustration propre. Une caricature de laboratoire de quelque chose qui, dit l'argument, se produit tout le temps, partout, sans aucune machine requise. Parce que ton corps, chacune de ses cellules, est bâtie à partir de particules, et les particules obéissent à la mécanique quantique. Et la différence entre vivre et mourir, à un instant donné, se ramène, quand tu la traces jusqu'au fond, au comportement de ces particules. Qu'un certain caillot se forme ou se dissolve. Qu'une molécule critique se lie ou non à un récepteur critique. Si les mondes multiples sont vrais, alors chacun de ces moments où ton existence continuée est en jeu est un moment où le monde se ramifie. Et il y a toujours une branche, si improbable soit-elle, dans laquelle les particules tombent de la façon qui te maintient en vie. Tu peux enlever le dispositif entièrement. L'univers, dit l'argument, est déjà la machine. Tu l'actives à chaque battement de cœur. Et tu l'as fait toute ta vie. Et tu le feras toujours. Et ainsi nous arrivons au seuil de la conclusion. Pas un dispositif dans un laboratoire, mais ta vie réelle, ta mort réelle, et une affirmation sur les deux que je dois maintenant laisser se dresser de toute sa hauteur terrible. 5e partie. Le saut vers ta propre vie. Voici donc l'argument, assemblé, debout sur ses propres pieds, sans rien retenir. Je vais te le donner tout droit, sans la moindre réfutation, parce que tu mérites de le sentir comme l'ont senti les physiciens qui l'ont pensé en premier, avant que je ne commence à le démonter. Prends une respiration. Le voici. Le monde se ramifie à chaque événement quantique. C'est cela, les mondes multiples. Et cela pourrait bien être vrai, et c'est tenu par des physiciens sérieux pour de bonnes raisons. Ta vie et ta mort, tracées jusqu'au fond, sont des événements quantiques, parce que tout l'est. À chaque instant où tu pourrais mourir, le monde se scinde. Et parce que la mort n'est que la défaillance d'un système physique fait de particules, il y a toujours au moins une branche, si improbable soit-elle, dans laquelle les particules s'arrangent, de sorte que tu survives à cet instant. Peut-être que la tumeur ne se forme pas, peut-être que le pouls ne s'arrête pas, peut-être que la voiture, par la plus petite marge quantique, te manque. Et toi, ton expérience consciente, la chose qui lie ces mots en cet instant de l'intérieur, ne peut jamais se retrouver que dans une branche où elle existe encore, parce qu'une branche où tu es mort ne contient aucun toi pour faire la trouvaille. Par conséquent, ton flux d'expérience ne peut jamais, de l'intérieur, arriver à sa fin. Il y a toujours une branche survivante, et ton expérience y est toujours enracinée, parce que c'est le seul endroit où l'expérience peut aller. Tu regarderas d'autres mourir. Tu verras l'improbable devenir ton ordinaire. Mais toi, toi-même, de l'intérieur, tu n'atteindras jamais la fin. Tu ne le peux pas. La structure de la situation l'interdit. Voilà l'immortalité quantique. Et je veux que tu remarques ce qui vient de t'arriver. Parce que cela arrive à presque tous ceux qui entendent l'argument exposé proprement pour la première fois. Tu as cherché le sol du pied. Ton esprit, sensé et sceptique, est parti chercher l'endroit où le tour est caché. L'étape manifestement fausse. Le tour de passe-passe. Et pour un moment, tu ne l'as peut-être pas trouvé. Chaque pièce, prise à part, semble tenir. Les mondes multiples, respectables. La mort comme processus physique, vrai. L'expérience ne se produisant que là où il y a quelqu'un pour la faire, presque tautologiquement vrai. Et la conclusion glisse simplement hors de ces pièces, lisse et froide, et se pose là devant toi, et tu ne peux pas l'abattre sur le champ. Ce moment, ce bref moment vertigineux où le sol devient mou,
et où tu ne trouves véritablement pas l'erreur. C'est le moment le plus important de toute cette vidéo. Je veux que tu y restes avec moi un moment. Je ne vais pas encore t'en sortir. Remarque, tant que tu y es, que l'effroi ne ressemble pas à l'effroi d'un conte de fées ou d'une histoire de fantôme, le genre qu'on peut secouer en allumant une lampe. Il est plus froid que cela, et plus raisonnable. Et c'est précisément ce qui le fait mordre. Une histoire de fantôme t'effraie, en te demandant de croire quelque chose que ta raison rejette. Ceci t'effraie en bâtissant, brique raisonnable par brique raisonnable, à partir de prémices que tu as déjà acceptées, jusqu'à une conclusion que ta raison ne peut pas jeter dehors sur le champ. Cette sensation précise, la sensation d'être conduit par ta propre raison vers un endroit qui t'horrifie, est rare et précieuse. Elle est la mesure de la qualité du piège. Et elle est aussi, comme tu vas le voir, la mesure de la précision avec laquelle il peut être démonté. Assieds-toi avec elle un instant de plus. L'idée n'est pas que tu vivras pour toujours à la manière dont les anciens récits l'entendaient. Doré, jeune, glorieusement vivant. Relis l'argument, et tu verras qu'il ne promet rien de tel. Il ne dit pas que tu seras en bonne santé. Il ne dit pas que tu seras heureux. Il ne dit même pas que tu seras entier. Il dit seulement ceci. Quoi qu'il arrive, il y aura une branche où tu n'es pas tout à fait mort, et ton expérience y sera, parce qu'elle ne peut être nulle part ailleurs. Et une fois que tu vois cela clairement, la chose se caille entre tes mains. Parce que quelle sorte de survie est-ce là? Pas la survie du fort et du chanceux, la survie de celui qui tient à peine, la survie de quel que soit le fil de conscience qui reste, quand toutes les sorties ordinaires t'ont été enlevées, et que les seules portes encore ouvertes sont les portes improbables, étroites, diminuées. L'argument ne t'offre pas la vie sans terme, il t'offre l'impossibilité de la mort. Ce qui se révèle, quand tu le regardes de près, être une chose très différente et bien plus effrayante. J'appelle cela le saut vers ta propre vie. Et je veux m'attarder sur le saut, parce qu'il fait un travail énorme et qu'il mérite ton attention. Le dispositif était propre. Un seul événement à 50-50, une bifurcation nette, binaire, déclenchement ou clic, mort ou vivant. Le saut prend cette caricature propre et l'étire par-dessus toute la réalité désordonnée d'une vie humaine réelle et d'une mort humaine réelle. Et il te demande de croire que la même logique se transporte. Tiens bien cela, parce que lorsque nous viendrons démonter l'argument, c'est l'une des coutures que nous allons tirer. Pour l'instant, remarque seulement que le saut a été fait en douceur, presque invisiblement, et que la conclusion avec laquelle tu es assis en dépend entièrement. L'argument a besoin que ta mort se comporte comme le dispositif. Il a besoin qu'il y ait toujours une branche survivante propre, un clic plutôt qu'un déclenchement, à chaque instant létal. Nous demanderons plus tard si la mort réelle ressemble en quoi que ce soit à cela. Mais l'argument suppose que oui, et sous cette hypothèse, la conclusion de l'immortalité tient debout. Il y a un nom qui prend forme pour ce que l'argument préserve réellement, et je veux le planter maintenant, doucement, parce que nous allons y revenir et le laisser croître en quelque chose d'aiguisé. Ce que l'argument enracine vers l'avant, branche après branche, n'est pas vraiment toi au sens plein, la personne entière, avec une vie, des relations, un avenir. C'est quelque chose de plus mince que cela, une lueur de conscience nue, un unique brin survivant qui se faufile par les fentes les plus étroites que l'univers laisse ouvertes. L'argument promet la continuation d'un fil, pas d'une personne. Dis-toi cela, et laisse-le se poser là, à demi formé. Un fil, pas une personne. Pour l'instant, ce n'est qu'une expression. Le temps que nous ayons fini de démonter l'argument, elle va vouloir dire quelque chose que tu ne pourras plus ne pas voir. Et laisse-moi être honnête avec toi sur la forme émotionnelle de tout ceci. Parce que je crois que prétendre le contraire serait une sorte de mensonge. Certaines personnes, quand elles rencontrent l'immortalité quantique pour la première fois, la trouvent réconfortante. Elles pensent « Ah, alors je ne meurs jamais vraiment ». Et elles ressentent une sorte de soulagement. Je comprends l'impulsion, mais je crois que ce soulagement ne survit pas au contact du contenu réel de l'argument. Parce que l'argument, pris au sérieux, n'est pas une promesse de paradis. C'est une sentence à un genre particulier d'absence de fin, dans laquelle tu es acheminé pour toujours vers des branches survivantes, sans aucune garantie sur la qualité de cette survie, tandis que tout ce qui donnait à ton existence, son sens et sa texture s'effritent autour de toi. Si l'argument était vrai, la chose miséricordieuse que l'univers pourrait faire
serait de te laisser enfin t'arrêter. Et l'argument dit qu'il ne le fera jamais. Voilà pourquoi ce récit est un cauchemar et non un cadeau. L'horreur n'est pas que l'argument puisse être faux. L'horreur est la forme du monde qu'il décrit, s'il était vrai. Alors nous avons bâti la machine, et nous l'avons lâchée sur ta propre vie, et nous avons laissé la conclusion se dresser de toute sa hauteur, sans défense, comme elle mérite d'être affrontée. Et avant que je ne commence à la démonter, je veux faire une chose de plus. Parce que je crois que cette idée est restée trop longtemps abstraite. Et une abstraction peut être une manière de tenir une chose effrayante à bout de bras. Je veux te parler de l'homme qui a rendu tout ceci possible. L'homme dont l'unique acte de soustraction a ouvert la porte que Tegmark a plus tard franchie. Parce que Hugh Everett n'a pas seulement proposé une théorie. Il a vécu une vie façonnée par l'accueil que cette théorie a reçu. Une vie avec un chagrin réel et tranquille en elle. Et une mort. Et une famille touchée par le plus étrange des deuils. 6e partie. L'homme qui a construit les branches. Hugh Everett termina sa thèse de doctorat à Princeton en 1956 et en soumit la version finale au début de 1957. Il avait une petite trentaine d'années. Il croyait, avec la confiance limpide d'un jeune homme qui a vu quelque chose de vrai, qu'il avait résolu l'un des problèmes les plus profonds de la physique, le problème de la mesure, et qu'il l'avait fait proprement, par soustraction, en faisant confiance à l'équation et en refusant d'ajouter un miracle. Et, en un sens, il avait raison. Son idée est, selon les critères que j'ai décrits plus tôt, l'une des solutions les plus économes jamais proposées. Mais avoir raison en physique, comme dans la vie, n'est pas la même chose qu'être cru. L'accueil fut froid. La figure dominante de la physique quantique de l'époque était Niels Bohr, à Copenhague, l'architecte de l'interprétation même qu'Everett essayait de remplacer. Et le cercle de Bohr n'apprécia guère qu'un étudiant en doctorat suggère que tout l'édifice de l'effondrement était inutile. Que l'univers se scindait constamment en un nombre incalculable de copies parallèles. Le directeur d'Everett, John Wheeler, qui admirait sincèrement le travail et en voyait la puissance, était pris entre son étudiant brillant et l'establishment qu'il respectait. Il poussa Everett à adoucir le langage, à atténuer les affirmations radicales, à les rendre plus digestes. La version publiée de la thèse fut taillée et tempérée par rapport à ce qu'Everett avait d'abord écrit. Everett voyagea même jusqu'à Copenhague en 1959, espérant peut-être les gagner à sa cause. La visite fut un désastre. Le groupe de Bohr resta de marbre. L'un d'eux décrivit plus tard Everett, dans une lettre privée, en des termes qui revenaient à le traiter de désespérément naïf en physique. Le jeune homme qui pensait avoir résolu le problème de la mesure se vit, en somme, prié d'aller voir ailleurs. Et c'est ce qu'il fit. Voici la partie de l'histoire que je trouve véritablement triste et qui mérite qu'on s'y arrête. Hugh Everett, face à une idée à laquelle il croyait et à une communauté de physiciens qui n'en voulaient pas, quitta simplement la physique. Il ne passa pas des décennies à se battre pour son interprétation dans les revues. Il s'éloigna presque entièrement de la recherche académique et alla travailler pour l'appareil de défense, appliquant son formidable talent mathématique au calcul froid de la stratégie des armes nucléaires. La mathématique de la manière dont les guerres pourraient se mener et de combien pourraient mourir. Il y était, dit-on, très bon. Il gagna de l'argent. Il mena ce qui ressemblait, de l'extérieur, à une vie réussie. Mais l'idée qu'il avait donnée au monde resta presque entièrement ignorée pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce que Bryce DeWitt la ressuscite en 1970 et lui donne le nom de monde multiple. Et même alors, Everett resta en marge du domaine qu'il avait espéré transformer. La porte qu'il avait ouverte, il la laissa à d'autres le soin de la franchir. La vie personnelle d'Everett portait son propre poids de difficulté. Il était, selon ceux qui l'ont connu, un gros fumeur et un grand buveur, souvent émotionnellement distant de sa famille. Un homme qui vivait une grande partie du temps à l'intérieur de son propre esprit formidable. Il croyait, ce qui convient, et est peut-être poignant, à sa propre théorie. Il croyait que chaque version possible des événements était réelle. Que quelque part, les branches qu'il n'habitait pas se déroulaient pleinement. En 1982, Hugh Everett mourut d'un arrêt cardiaque soudain. Il avait 51 ans. Il avait demandé, fidèle à sa nature sans sentimentalité, que ses restes soient éliminés sans cérémonie. L'homme qui avait peuplé la réalité d'innombrables copies de chaque personne ne voulait,
pour lui-même, aucun repère et aucune façon. Mais l'histoire ne finit pas avec Everett. Et la partie qui vient ensuite est celle que je trouve presque insoutenablement humaine. Et je vais la raconter avec soin, parce qu'elle le mérite. Everett avait 2 enfants, un fils nommé Mark et une fille nommée Elizabeth. Le fils, Mark, deviendrait un musicien de réel talent, le chanteur d'un groupe bien connu, et réaliserait plus tard un documentaire émouvant sur sa tentative de comprendre le père distant et brillant qu'il avait à peine connu. Mais c'est de la fille, Elizabeth, que je veux te parler. Elizabeth Everett lutta pendant des années contre une grave maladie mentale, contre une douleur que ceux qui l'aimaient ne parvenaient pas à atteindre. Et en 1996, 14 ans après la mort de son père, Elizabeth mit fin à ses jours. Elle laissa un mot. Et dans ce mot, selon ce que son frère a partagé, elle écrivit qu'elle partait vers un univers parallèle pour être avec son père. Je veux m'arrêter ici un moment, en silence, parce que c'est l'endroit où l'abstraction que nous bâtissons depuis le début, les branches et les fonctions d'onde et l'élégante soustraction de l'effondrement, touche un chagrin humain réel et terrible. Voici une fille, dans une douleur insupportable, qui prit la grande idée de son père, l'idée que chaque possibilité est réelle, que quelque part, les branches que nous n'avons pas vécues sont encore vivantes, et la replia dans sa propre souffrance, et y trouva une porte. Elle n'a pas vécu les mondes multiples comme un casse-tête de physicien. Elle les a vécus comme une promesse, un endroit où son père était encore, une branche qu'elle pourrait atteindre. L'interprétation qui commença comme un acte de logique froide, comme le refus d'un jeune homme d'ajouter un miracle, finit, des décennies plus tard, entre les mains d'une personne en souffrance, par s'offrir comme exactement le genre de réconfort qu'il avait travaillé à bannir. Il y a là une ironie terrible que je ne veux pas passer trop vite. Tout l'intérêt de l'idée d'Everett, la raison pour laquelle elle était belle, était qu'elle retirait le mystérieux, le magique, le consolant, et ne laissait que l'honnêteté nue de l'équation. Il avait sorti le miracle de la physique. Et pourtant l'idée qu'il a bâtie, dépouillée de tout réconfort, revint offrir un réconfort exactement du genre qu'il avait cherché à écarter. Une porte vers un endroit où les perdus ne sont pas perdus. Ce n'est pas un défaut de sa physique. C'est un fait à notre sujet, sur la force avec laquelle nous voulons qu'il y ait une autre pièce, et la facilité avec laquelle nous en lisons une, même dans la plus froide description du monde. Tiens bien cela, parce que c'est le même désir dont l'argument de l'immortalité se nourrit, et le nommer clairement est le premier pas pour le poser à terre. Je ne te raconte pas ceci pour t'effrayer, et je veux être clair, doucement et fermement. L'idée n'offre aucune porte de ce genre. C'était le raisonnement de quelqu'un dans une profonde souffrance, et non une conclusion que la physique soutient. Je te le raconte parce que je crois que tu ne peux pas comprendre ce que veut dire prendre l'immortalité quantique au sérieux, sans comprendre que de vraies personnes l'ont fait, et que cela leur a coûté. L'argument n'est pas un jouet, il a une histoire humaine, et cette histoire a du chagrin en elle. Il y a une chose que j'ai besoin que tu retires de ce passage, et que tu emportes dans ce qui suit, parce qu'elle va compter. L'interprétation des mondes multiples est de la vraie physique, et elle pourrait être vraie, et nous la traiterons avec le respect qu'elle a mérité. Mais l'argument de l'immortalité que certains bâtissent par-dessus est une chose différente. Et l'écart entre les deux est exactement l'espace où la souffrance peut se glisser. Elizabeth Everett n'est pas morte parce que la physique dit que nous sommes immortels. La physique ne dit pas cela, comme nous sommes sur le point de le voir en détail. Elle est morte parce qu'elle était dans la douleur, et qu'elle a tendu la main vers le seul réconfort qu'elle pouvait trouver, et que l'idée était là, à demi comprise, offrant une porte qu'elle ne peut pas réellement ouvrir. Alors, quand nous nous tournerons maintenant, enfin, pour démonter l'argument, je veux que tu comprennes que ce n'est pas un exercice intellectuel oiseux. Montrer exactement où et pourquoi l'argument de l'immortalité se défait n'est pas seulement de la bonne physique. C'est, en un sens réel, une forme de soin, parce que les personnes les plus vulnérables à cette idée sont celles qui ont le plus besoin de comprendre, clairement et complètement, qu'elles ne livrent pas ce qu'elles semblent promettre. Alors commençons le démontage. Et cherchons la première fissure. Elle se cache, comme tant de choses dans cette histoire, à l'intérieur d'une seule règle sur la probabilité, que nous avons déjà rencontrée et dépassée, et pas encore comprise. 7e partie, la première fissure, quand les branches ne pèsent pas pareil.
Quand je t'ai fait traverser les mondes multiples, je t'ai dit que l'univers se ramifie à chaque événement quantique, que chaque issue arrive, chacune dans sa propre branche réelle. C'est vrai, aussi loin que cela va. Mais j'ai laissé quelque chose de côté, délibérément, parce que l'argument a besoin que tu n'y penses pas trop fort. Et il est temps de le remettre en place. La chose que j'ai laissée de côté est le fait le plus important et le plus précisément testé de toute la mécanique quantique. Les branches ne sont pas toutes également probables. Elles ne pèsent pas toutes pareilles. Reviens à la fonction d'onde, l'objet qui décrit un système quantique comme un mélange de possibilités. Quand la fonction d'onde s'étale sur plusieurs issues, elle ne se contente pas de les énumérer. Elle assigne à chacune un nombre, une quantité, une sorte de poids, que les physiciens appellent son amplitude. Et la règle pour transformer ces amplitudes en probabilités est la règle que nous avons rencontrée tout au début. La règle de Born, découverte par Max Born en 1926. La règle de Born dit que la probabilité de toute issue est le carré de son amplitude. Ce n'est pas une note technique mineure. C'est la règle. C'est la partie de la mécanique quantique qui en fait la théorie la plus précise jamais bâtie. Chaque prédiction jamais confirmée à une partie sur 1000 milliards, chaque triomphe de la théorie, vient de la règle de Born, qui nous dit à quel point chaque issue est probable. Enlève la règle de Born, et la mécanique quantique cesse d'être une science pour devenir un vague récit sur des choses qui pourraient arriver. Toute la puissance prédictive vit dans la règle de Born. Maintenant, ce que cela signifie pour les branches. Une branche dans laquelle quelque chose d'extrêmement improbable se produit, disons une branche où 1000 milliards de tirages à pile ou face tombent tous sur pile, est une branche réelle. Oui, elle existe, dans le tableau des mondes multiples, mais elle porte un poids infime, évanescent. Son amplitude au carré est presque rien. Et voici la question qui brise l'argument de l'immortalité. Quand nous demandons ce que tu devrais t'attendre à vivre, comptons-nous les branches selon qu'elles existent, ou les comptons-nous selon leur poids? Parce que l'argument de l'immortalité, discrètement, sans jamais l'annoncer, compte les branches par simple existence. Il dit, il existe une branche survivante, donc ton expérience y va. Il traite une branche d'un poids presque nul, exactement comme une branche d'un poids proche de 1. Il jette la règle de Born à la poubelle. Et tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas garder la partie de la mécanique quantique qui motive l'argument, la ramification, et jeter la partie de la mécanique quantique qui en fait une science, le poids. Elles vont ensemble, ou pas du tout. Si les mondes multiples sont vrais, alors la bonne façon de penser à tes expériences futures, la seule façon cohérente avec tout ce que nous savons de la manière dont la mécanique quantique prédit réellement le monde, est de pondérer chaque version future de toi par sa mesure de Born, par l'amplitude au carré de sa branche. Et à l'instant où tu fais cela, à l'instant où tu remets les poids, le miracle s'évapore. Parce que les branches dans lesquelles tu survis à une catastrophe létale par un absurde caprice quantique sont exactement les branches d'un poids presque nul. Ce sont les branches aux 1000 milliards de piles d'affilée. Elles existent, mais elles sont légères comme une plume, comme de la gaze, presque rien. Et les branches dans lesquelles tu meurs, ordinairement, à l'heure dite, comme chaque humain qui ait jamais vécu, sont les branches lourdes. Celles qui portent essentiellement tout le poids. Alors quand tu demandes, en pondérant correctement, à quoi devrais-je m'attendre, la réponse revient la même qu'elle a toujours été. Tu devrais t'attendre à mourir, de façon écrasante. Laisse-moi rendre le poids concret, parce qu'il est facile d'acquiescer aux mots et de toujours ne pas sentir pourquoi c'est décisif. Imagine une loterie avec 100 millions de billets, et tu en tiens exactement un. Dans le tableau des mondes multiples, quand le tirage a lieu, le monde se ramifie en 100 millions de branches, et dans l'une d'elles, ton billet gagne. Cette branche gagnante est réelle. Elle existe. Une version de toi est, en cet instant, quelque part, en train de célébrer. Mais dirais-tu, avant le tirage, que tu devrais t'attendre à gagner, simplement parce qu'une branche gagnante va exister? Bien sûr que non. Tu dirais que ta chance est d'1 sur 100 millions, c'est-à-dire que tu devrais, de façon écrasante, t'attendre à perdre. Tout le monde comprend cela parfaitement quand il s'agit de loterie. L'argument de l'immortalité est la même erreur, déguisée dans le langage de la vie et de la mort. Il pointe la branche survivante, le billet gagnant, et dit « Regarde, elle existe, donc ton expérience y va ». Mais qu'une branche existe
et qu'une branche soit l'endroit où tu devrais t'attendre à te retrouver sont deux choses complètement différentes. Et l'écart entre elles est exactement la règle de Born, la même règle qui te dit de ne pas quitter ton emploi à cause d'un billet de loterie. Les branches survivantes de l'argument de l'immortalité ne sont même pas d'1 sur 100 millions. Elles sont d'1 sur des nombres si grands qu'ils n'ont pas de nom. C'est la raison technique centrale pour laquelle la plupart des physiciens qui ont réfléchi sérieusement à l'immortalité quantique la rejettent. Et je veux que tu vois pourquoi c'est dévastateur, et pas juste une chicane. L'argument a essayé de jouer sur les deux tableaux. Il a invoqué l'autorité de la mécanique quantique, la théorie la plus réussie de tous les temps, pour affirmer que les branches sont réelles. Bien. Mais ensuite, il a ignoré la seule règle, la règle de Born, qui donne à la mécanique quantique cette autorité en premier lieu. C'est comme un homme qui insiste pour que tu respectes le verdict d'un tribunal parce que les tribunaux sont fiables, puis te demande d'ignorer toutes les preuves que le tribunal a réellement entendues. Tu n'as pas le droit d'emprunter la crédibilité de la mécanique quantique pour la ramification, puis de jeter la mécanique quantique pour les probabilités. Garde toute la théorie, ou aucune. Maintenant, je dois être juste, parce que ceci est véritablement subtil, et les défenseurs de l'argument ne se couchent pas simplement ici. La notion même de probabilité dans un univers à mondes multiples est véritablement étrange, et véritablement contestée. Si chaque issue arrive, qu'est-ce que cela veut même dire de dire qu'une issue est plus probable qu'une autre? Il existe un projet philosophique sérieux et en cours, poursuivi par des penseurs attentifs comme David Deutsch et David Wallace, pour donner un sens à la raison pour laquelle une personne rationnelle, dans un univers ramifié, devrait tout de même parier selon la règle de Born. Les détails deviennent techniques, impliquant la théorie de la décision et ce que veut dire être rationnel quand tu sais que tu es sur le point d'être copié. Mais voici la chose. Chaque tentative sérieuse de rendre la probabilité cohérente dans les mondes multiples finit par renforcer la règle de Born, non par l'abolir. Aucune ne te donne une version de la probabilité dans laquelle l'existence d'une branche survivante d'un poids de plume signifie que tu devrais t'attendre à t'y retrouver. Le travail difficile de rendre les mondes multiples cohérents pointe tout entier dans la même direction, loin de l'immortalité. L'argument ne survit qu'en refusant de faire ce travail difficile, en s'arrêtant au tableau naïf des branches comme une simple liste, et en ne demandant jamais combien chacune pèse. Voilà donc la première fissure, et elle est profonde. Ce que l'argument de l'immortalité préserve réellement, une fois que tu remets la règle de Born à sa place, n'est pas ton avenir en un sens qui ait du sens. C'est un ensemble de branches si improbables, si proches du néant, que les appeler ton expérience attendue est un abus complet du mot attendu. Souviens-toi de l'expression que j'ai plantée plus tôt, celle dont j'ai dit qu'elle deviendrait aiguisée. Un fil, pas une personne. Voici où elle commence à mordre. Même en accordant l'univers ramifié en entier, ce que l'argument enracine vers l'avant n'est pas une personne avec un avenir. C'est un fil de conscience si mince, si improbable, pondéré si près de zéro, qu'il mérite à peine d'être appelé une continuation. C'est la branche de gaz, le brin aux 1000 milliards de piles, la chose qui existe mais ne pèse rien. Une survie de ce genre n'est pas une survie que tu aurais la moindre raison de vouloir, ni la moindre raison rationnelle d'attendre. C'est un fil, et un fil qui s'évanouit. Et nous n'avons trouvé que la première fissure. La deuxième ne vient pas du tout de la mathématique de la probabilité. Elle vient du fait simple, biologique, corporel, de la manière dont les êtres humains meurent réellement. Parce que le dispositif, il se trouve, t'a menti au sujet de la mort. 8e partie. La deuxième fissure, là où la mort n'a pas d'interrupteur propre. Le dispositif était une machine propre, et cette propreté était un tour. Regarde de nouveau comment il était bâti. Une seule mesure quantique, un 50-50 propre, et puis, en un instant, l'une de deux issues parfaitement définies. Déclenchement ou clic. Mort ou vivant. Un interrupteur net, basculé par un seul événement quantique, sans entre-deux et sans ambiguïté. Toute la force de l'argument de l'immortalité dépend de ce que la mort ressemble à cela. Il a besoin qu'il y ait, à chaque instant létal, une bifurcation propre des branches. Une branche bien nette, où tu es simplement mort, et une branche bien nette, où tu vas simplement parfaitement bien. L'argument a besoin que ta mort soit un interrupteur. Et voici la deuxième fissure, et elle est énorme,
et elle n'exige aucune physique avancée pour être comprise. Seulement de l'honnêteté sur le corps dans lequel tu vis. La mort réelle n'est presque jamais un interrupteur. La mort réelle est une défaillance lente, distribuée, graduelle. Et cette différence détruit l'argument. Pense à la manière dont les gens meurent réellement. La plupart des morts ne sont pas le basculement d'une seule pièce quantique. Le vieillissement est la défaillance graduelle et accumulée de 1000 milliards de cellules, l'effilochage lent d'innombrables systèmes sur des années et des décennies, dont aucun n'est un événement quantique propre. La maladie est une cascade, une défaillance en entraînant une autre, un processus qui se déroule sur des semaines ou des mois, gouverné de façon écrasante par le comportement ordinaire, à grande échelle, des cellules et des tissus et des organes. Pas par le basculement du spin d'une particule. Même les morts qui semblent soudaines ne sont pas des événements quantiques uniques. Ce sont l'effondrement macroscopique d'une machine biologique énorme, compliquée, redondante. Des milliards et des milliards de cellules perdant l'oxygène ensemble, une vague de défaillance se propageant à travers le tissu. Il n'y a aucune particule unique, aucune mesure quantique unique dont l'issue décide proprement si tu vis ou si tu meurs. Il n'y a pas d'interrupteur autour duquel la ramification pourrait bifurquer. Alors que dit réellement le tableau des mondes multiples au sujet d'une mort réelle? D'une mort honnête, le genre qui nous attend tous? Il dit que oui, bien sûr, le corps est fait de particules. Et oui, il y a des événements quantiques tissés tout au long du processus de la mort. Et oui, techniquement le monde se ramifie tout le temps. Mais les branches ne se divisent pas en un toit bien mort et un toit bien portant. Le gros écrasant des branches mène à la mort, à peu près selon le calendrier que la biologie dicte. Parce que la mort, à ce point, est un processus à grande échelle, essentiellement classique, que les caprices quantiques sont impuissants à inverser. Et les rares branches où tu ne meurs pas à un instant donné ne sont pas des branches où tu vas soudain bien. Ce sont des branches où tu as survécu, à peine, partiellement, avec les systèmes défaillants un peu plus lentement, avec juste assez, qui fonctionne encore, pour maintenir une lueur de conscience. Le dispositif promettait un clic propre, un retour à la pleine vie. La biologie n'offre rien de tel. La biologie offre un variateur, pas un interrupteur. Et un variateur ne livre pas l'immortalité. Il livre quelque chose de bien pire. Il livre un crépuscule qui s'amincit sans terme, dans lequel tu ne meurs pas, mais tu ne vis pas exactement non plus. Acheminer toujours vers ce qu'un couloir qui se rétrécit contient encore d'étincelles d'expérience. Et considère comment les probabilités s'inclinent à mesure que la survie devient plus extrême. Parce que c'est la partie qui fait passer le crépuscule du triste au véritablement horrifiant. L'argument a besoin d'une branche où tu survis. Et au début, tôt dans une vie, ces branches ne sont pas si rares ni si étranges. Mais poussent la survie assez loin, au-delà de l'âge qu'aucun humain n'a jamais atteint, au-delà de la défaillance de système après système, et les seules branches restantes où une lueur de toit continue sont des branches d'improbabilité croissante et de dégâts croissants. Pour survivre à ce qui devrait être insurvivable, il faut que de plus en plus de choses aillent impossiblement bien. Et les versions dans lesquelles tout va assez bien pour te garder entier deviennent de plus en plus rares comparées aux versions dans lesquelles juste assez va bien pour te garder techniquement présent. Alors, à mesure que les siècles s'empilent, si tu pouvais empiler des siècles, l'expérience vers laquelle l'argument t'achemine n'est pas seulement diminuée. Elle est sélectionnée, encore et encore, pour la survie la plus marginale possible, le fil le plus mince possible, le moins qui compte encore comme conscience. L'argument ne te porte pas vers une chance de mieux en mieux. Il te porte vers des états de pire en pire, qui ne manquent d'être la mort que par la marge la plus étroite. Laisse-moi t'y emmener, doucement. Parce que c'est l'endroit où le rêve que l'argument vend devient le cauchemar que le titre nomme. Tu n'es pas mort, tu aurais dû. La chose qui est venue pour toi était du genre qui met fin à une vie, et dans le poids écrasant des branches, elle a mis fin à la tienne. Mais il y avait une branche, mince, où elle n'a pas tout à fait fini, et ta conscience est ici, parce qu'ici est le seul endroit où elle pouvait être. Alors ouvre les yeux dans cette branche où tu as survécu. Il y a une pénombre sur toute chose maintenant. Peut-être une pièce, des machines, le calme particulier d'un lieu où l'on maintient les corps en marche. Tu as survécu, mais la branche dans laquelle tu as survécu à une chose qui aurait dû te tuer
n'est pas la branche dans laquelle tu as survécu intact. C'est la branche dans laquelle juste assez a continué de fonctionner. Ton corps est moins qu'il n'était. Tes pensées bougent plus lentement maintenant, ou elles bougent en morceaux, arrivant dans le désordre, glissant avant que tu puisses les tenir. Tu tends la main vers un mot simple, le nom de quelqu'un que tu aimes, et il n'est pas là. Il y a un espace là où il était. Tu es encore, techniquement, exactement ce que l'argument promettait de faire continuer. Tu es celui qui fait l'expérience, persistant, acheminé vers la branche survivante. Mais ce qui persiste est moins qu'il n'était, et la prochaine fois que le variateur tournera, ce sera moins encore, et la fois d'après, moins encore. Se rétrécissant, sans jamais tout à fait atteindre zéro. Parce que zéro est le seul endroit où l'argument dit que ton expérience ne peut jamais aller. L'argument promettait que tu n'atteindrais jamais la fin. Remarque qu'il n'a jamais promis que la route resterait large. Il n'a jamais promis que tu arriverais quelque part qui vaille d'y être. Il a dit seulement que l'expérience continuerait, et continuerait, et continuerait, se faufilant toujours vers quel que soit le couloir diminué et improbable qui contienne encore une trace de conscience. Voilà l'immortalité que la physique implique réellement, si tu prends l'argument au sérieux et que tu es honnête sur la manière dont les corps défaillent. Pas la vie éternelle, le refus de la mort, dépouillé de tout ce qui rendait jamais la survie désirable. Et je crois que si tu t'assois honnêtement avec cela, tu conviendras que la chose que les gens craignent de la mort, la fin, n'est pas si effrayante que ceci. La fin, au moins, est complète. La fin laisse l'histoire s'achever. Ce que l'argument décrit est une histoire à qui il est interdit de s'achever, un amincissement sans terme, et il n'y a aucune miséricorde en lui. Voilà donc la deuxième fissure, et remarque qu'elle n'a même pas besoin de la première. Oublie la règle de Born un instant. Même si tu accordais à l'argument chaque branche, pondérée ou non, la biologie seule défait la version consolante, parce que les branches survivantes ne sont pas celles que le dispositif promettait. Ce sont les branches du variateur, les branches du à peine tenir, le long crépuscule. Et nous n'avons pas fini. Parce qu'il y a une troisième cruauté cachée dans l'argument, plus tranquille que les deux premières, et par certains côtés, la plus triste de toutes. 9e partie, la clause de solitude. Mets de côté, le temps de cette partie, les deux fissures que nous avons trouvées. Fais comme si le problème de la probabilité n'existait pas, et comme si le problème de la biologie n'existait pas. Comme si l'argument fonctionnait exactement comme annoncé, et que ton expérience se faufilait vraiment sans terme vers des branches survivantes. Accorde tout. Il reste quelque chose d'enfoui dans l'argument que presque personne ne remarque au premier abord. Et une fois que tu le vois, il jette une ombre sur tout le fantasme. C'est ceci. L'argument enracine ton expérience vers des branches survivantes. Il ne dit rien, absolument rien, sur l'enracinement de celle de quiconque d'autre. Réfléchis attentivement à ce que cela veut dire. L'argument fonctionne pour toi parce que ton expérience ne peut se produire que là où tu survis. Donc, de ton point de vue, tu es toujours dans une branche où tu as réussi. Mais les gens que tu aimes ne sont pas toi. Leur expérience est la leur, se faufilant à travers leur propre branche. Et dans la branche particulière où il se trouve que tu survis, il n'y a aucune raison pour qu'ils aient survécu, eux aussi. Le caprice quantique qui t'a gardé en vie n'a rien dit à leur sujet. Alors dans la branche où tu vis, ils meurent selon leur propre calendrier ordinaire, à la manière dont tout le monde meurt, et tu restes là, dans cette branche, leur ayant survécu. Et puis la fois suivante où la mort vient pour toi, tu survis de nouveau dans une autre branche, et quiconque reste encore dans ta vie meurt dans celle-là aussi. Peu à peu, tu deviens le seul point fixe dans un monde qui ne cesse de se vider autour de toi. Chaque relation que tu auras jamais finie de la même manière, avec eux partis, et toi restant sans terme. Voilà la clause de solitude. Et c'est le passage en petits caractères le plus cruel de tout le contrat. Parce que la chose qui rend une longue vie supportable, la seule chose vraiment, c'est que d'autres personnes y sont avec toi. Toute la texture d'une vie humaine, la raison pour laquelle quoi que ce soit y a du sens, est tissée à partir d'autres personnes. Ceux qui partagent ton histoire, qui se souviennent des mêmes choses que toi, qui t'ont connu avant. Et l'immortalité que l'argument offre est précisément, structurellement, garantie de t'arracher tout cela, encore et encore, sans terme. Ce n'est pas une éternité partagée. Elle ne peut pas l'être. C'est l'éternité la plus privée qu'on puisse imaginer. Un unique fil de conscience se faufilant seul,
tandis que tout ce qu'il a jamais aimé s'effondre derrière lui. Branche après branche après branche. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble réellement cette solitude. Parce que je crois que c'est la partie de tout ceci qui s'attarde le plus longtemps dans le noir. Tu as survécu de nouveau. La chose qui aurait dû te finir ne l'a pas fait. Et ta conscience s'est portée vers une branche où tu étais encore là. Mais la branche vers laquelle ta survie t'a porté n'est pas la branche dans laquelle ta vie a été bâtie. Elle a divergé quelque part, à une bifurcation que tu n'as jamais remarquée. Et le chemin sur lequel tu es maintenant a dérivé loin de celui auquel appartient ton histoire. Les gens autour de toi sont des visages que tu reconnais presque. Ils connaissent ton nom. Mais la chaleur n'est pas tout à fait juste. Les souvenirs partagés ne s'alignent pas tout à fait. Les plaisanteries d'initiés tombent une demi-seconde de travers. Parce que l'histoire que tu portes appartient à une version légèrement différente des événements. Une branche qui n'est plus celle où tu te tiens. Et voici la chose qui te défait. Quelque part, ces gens sont en deuil. Ils pleurent une version de toi. Et celui qu'ils pleurent est assis juste ici, portant ton visage, respirant. Un étranger partageant un nom avec leur chagrin. Tu tends la main vers eux, et le geste ne comble pas la distance. Survivre à tout, il se trouve, c'est devenir, à la fin, le seul qui se souvienne du monde tel que tu l'as réellement vécu. Tous ceux qui auraient pu confirmer ton histoire sont partis, ou n'ont jamais été tout à fait là. Et tu restes à tenir une vie dont personne d'autre ne peut se porter garant. Seul dans une foule d'étrangers familiers, aussi longtemps que les branches continuent de bifurquer, c'est-à-dire sans terme. Je veux nommer la forme précise de cette horreur, parce qu'elle est différente des autres, et qu'elle mérite son propre nom. La première fissure portait sur les mathématiques, l'absence de poids des branches survivantes. La deuxième fissure portait sur le corps, le crépuscule amincissant de la survie abîmée. Cette troisième porte sur le sens, sur le tissu social qui fait qu'un soi vaut la peine d'être. Quoi que tu craignes de la mort, et la plupart d'entre nous craignons, quelque part en dessous, l'idée d'être oublié, que le monde se referme sur l'espace où nous étions, l'argument prend cette peur et la retourne précisément à l'envers, en quelque chose de pire. Tu ne seras pas oublié, parce que tu ne seras jamais parti. Tu seras celui qui oublie, celui qui regarde tous les autres être oubliés, celui qui survit à chaque personne qui aurait pu se souvenir de lui, encore et encore, seul. Ce n'est pas une consolation. Il n'y a aucune version de cela qui soit une consolation. Et il y a un détail précis que je n'arrive pas à cesser de retourner. Dans une longue vie ordinaire, même très longue, la solitude de survivre aux gens a une fin, parce que toi aussi, tu atteins finalement ta propre fin, et tu es épargné du reste. Le chagrin du survivant est réel, mais il est fini, borné par la mortalité du survivant lui-même. L'immortalité que l'argument décrit retire même cette miséricorde. Il n'y a aucun point où toi aussi tu aies le droit de t'arrêter et de te reposer du fait de regarder. Les pertes ne s'accumulent vers aucun horizon. Elles continuent simplement, l'une après l'autre, sans perte finale qui clôture le compte. Parce que la seule chose qui ne peut jamais arriver, sur ce tableau, c'est la perte de toi. Alors tu deviens non seulement le dernier à te souvenir d'un monde donné, mais l'endeuillé permanent, celui pour qui le chagrin n'a pas de sortie. La seule condition, dans toute la réalité, à qui il est structurellement interdit d'être jamais consolé par sa propre fin. C'est une sorte de solitude que l'esprit humain n'a jamais été bâti pour tenir. Et le fait que l'argument l'offre comme une consolation te dit à quel point l'argument a mal compris ce que nous sommes réellement. Et je crois que c'est le moment de reculer et de remarquer la forme d'ensemble de ce que nous avons trouvé. Parce que, 3 fissures plus loin, la version consolante de l'immortalité quantique est déjà en ruine. Pondère les branches correctement, et ton expérience attendue court vers la mort ordinaire. Sois honnête sur la biologie, et les branches survivantes sont un crépuscule amincissant, pas une restauration. Et même en accordant la chose entière, la survie qu'elle offre est une réclusion solitaire sans terme, chaque relation se dissolvant de la même manière pour toujours. Et pourtant, j'ai gardé la fissure la plus profonde pour la fin, parce que les 3 que nous avons trouvées, dévastatrices soient-elles, tiennent toutes encore une chose pour acquise. Elles supposent tout encore qu'il y a un toi défini, un soi unique et continu, dont nous discutons le sort. La 4e fissure retire cette hypothèse dessous tout le reste, parce qu'il se révèle que le toi, que tout l'argument était bâti pour préserver, n'a jamais été, à l'examen, le genre de chose qui pouvait être préservé.
Il n'a jamais été un fil unique. Et pour voir pourquoi, il nous faut poser la physique un moment et reprendre une question plus ancienne que la mécanique quantique, plus ancienne que le dispositif. Une question que les êtres humains tournent et retournent depuis des milliers d'années. Qu'est-ce exactement qu'un soi? 10e partie. La 3e fissure. Là où il n'y a jamais eu un seul toi. Tout l'argument de l'immortalité repose sur une expression si naturelle que tu ne l'as probablement jamais mise en question. L'expression est « ton expérience doit continuer quelque part ». Elle suppose qu'il y a un toi défini, une chose unique, dont l'expérience est l'expérience en question, dont nous suivons la continuation de branche en branche. Et cette hypothèse semble inébranlable, parce que, de l'intérieur, le sentiment d'être un soi unique et continu est la chose la plus solide que tu connaisses. Tu te réveilles chaque matin, et tu es manifestement la même personne qui s'est endormie. Tu te souviens d'avoir été un enfant, et cela ressemble à toi. Il y a un toi qui se faufile à travers le temps, et l'argument demande simplement où va ce seul toi quand la branche bifurque. Mais voici la fissure la plus profonde de toutes, et elle était sondée par des penseurs attentifs pendant des siècles, avant que quiconque ne rêve de mécanique quantique. Le soi unique et continu que l'argument essaie de préserver n'a peut-être jamais existé, en premier lieu. Et s'il n'existe pas, l'argument n'est pas seulement faux. Il pose une question qui n'a pas de réponse. Laisse-moi te ramener presque 300 ans en arrière, dans les années 1730, auprès d'un jeune philosophe écossais nommé David Hume. Hume fit une chose simple et radicale. Il partit, par introspection, à la recherche du soi. Il tourna son attention vers l'intérieur et essaya de trouver la chose, le je, le soi continu qui possède sensément toutes ses expériences. Et il rapporta honnêtement qu'il ne pouvait pas la trouver. Quand il regardait à l'intérieur, il ne trouvait que des expériences. Une perception de chaleur, un éclat de couleur, une pensée, un sentiment, l'un après l'autre. Une procession d'événements mentaux qui passent. Mais le soi qui était censé les avoir, la chose au-dessus et au-delà des expériences qui les possédaient et persistaient à travers elles, il ne pouvait jamais l'attraper. Il y avait le voir, mais aucun voyeur séparé à trouver. Il y avait le penser, mais aucun penseur séparé, seulement d'autres pensées. Hume conclut que ce que nous appelons le soi n'est pas du tout une chose, c'est un faisceau. Un faisceau de perceptions liés ensemble par la mémoire et la ressemblance et l'habitude de se succéder, mais sans aucune substance continue sous-jacente qui tienne tout cela debout. Le soi, disait Hume, est quelque chose que l'esprit construit, non quelque chose que l'esprit trouve. Maintenant, saute jusqu'aux années 1980, auprès du philosophe britannique Derek Parfit, qui prit l'intuition de Hume et la poussa dans un territoire si étrange qu'il se lit comme de la science-fiction. Des décennies avant que la ramification quantique ne force les physiciens à affronter les mêmes questions. Parfit te demande d'imaginer un téléporteur, du genre des récits, qui scanne ton corps, enregistre la position exacte de chaque atome, détruit l'original et reconstruit une copie parfaite ailleurs à partir de matière neuve. La personne qui sort est-elle la même que la personne qui est entrée? La plupart des gens hésitent, et puis Parfit enfonce la lame, suppose que la machine tombe en panne et ne détruit pas l'original. Alors maintenant il y a deux toi, tous deux avec tous tes souvenirs, tous deux certains d'être le vrai toi, tous deux ayant raison de dire qu'ils étaient la personne entrée. Lequel des deux est vraiment toi? La réponse de Parfit, argumentée avec un soin implacable dans son livre de 1984, est que la question n'a pas de réponse, parce qu'elle était la mauvaise question depuis le début. Il n'y a aucun fait caché supplémentaire sur lequel des deux est vraiment toi. Il n'y a que la continuité psychologique, la connexion ordinaire de la mémoire et de la personnalité et de l'intention. Et cette continuité peut se ramifier, peut se scinder, peut venir par degrés. Le mot « identité », argumenté par Fitt, n'a jamais suivi la chose métaphysique cachée que nous imaginions. Quand tu presses fort sur les cas de ramification, la notion d'un seul soi continu se dissout simplement entre tes mains. Et voici la version antique du même casse-tête, plus ancienne que les deux, assez ancienne pour porter un nom de l'Antiquité. Le navire de Thésée. Un navire est conservé dans un port comme un monument. Et au fil des ans, ses planches pourrissent et sont remplacées une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule planche d'origine. Est-ce encore le même navire?
Et si quelqu'un rassemblait toutes les vieilles planches jetées et les remontait, lequel est le vrai navire de Thésée? Le restaurer dans le port ou le remonter à partir du vieux bois? Pendant des milliers d'années, les gens se sont disputés à ce sujet. Et la leçon, finalement, est qu'il n'y a aucun fait de la question à découvrir. Il n'y a qu'un choix sur la manière dont nous employons le mot même. Le navire ne contient pas, quelque part en lui, un fait sur sa propre identité véritable. L'identité, pour les navires comme pour les soies, se révèle être une manière commode de parler, non un trait fondamental de la réalité. Maintenant, ramène tout cela à la mécanique quantique et regarde ce que cela fait à l'argument de l'immortalité. Les mondes multiples ne permettent pas seulement la ramification du soi, ils la rendent littérale, constante, inéluctable. Chaque fois qu'un événement quantique se résout, et ton cerveau, étant un système physique, est intriqué dans d'innombrables événements de ce genre à chaque instant, tu te scindes en branches, chacune contenant une version complète de toi, avec tous tes souvenirs, jusqu'au moment de la scission. Et voici le point qui tue. Il n'y a aucun fait sur laquelle est la vraie continuation de toi. Elles le sont toutes les deux. Elles ont toutes les deux ton passé. Elles se sentent toutes les deux, de l'intérieur, comme la continuation authentique, sans couture, évidente, de la personne que tu étais un instant plus tôt. Le téléporteur en panne de Parphy n'est pas une expérience de pensée dans le tableau des mondes multiples. Il t'arrive continuellement, des milliards de fois par seconde, te scindant en un éventail de successeurs également légitimes, dont aucun n'a la moindre prétention privilégiée à être l'unique vrai toi. Alors quand l'argument de l'immortalité dit que ton expérience doit continuer dans une branche survivante, il s'appuie, de tout son poids, sur une notion de toi qui était déjà incohérente avant même que la mécanique quantique n'arrive. Il n'y a aucun fil unique à préserver, parce qu'il n'y a jamais eu de fil unique au départ. Il y a un éventail qui se divise sans cesse d'expériences momentanées, chacune héritant des souvenirs de la précédente, et se sentant donc continue, mais sans rien de plus profond qui les relie que cet héritage de mémoire. Le sentiment d'être un soi unique et continu est exactement cela. Un sentiment. Laisse-moi te donner une image pour le tenir, parce qu'elle va compter jusqu'à la fin. Pense à une rivière qui approche de la mer. Loin en amont, il y avait un seul lit, une seule ligne d'eau que tu pouvais suivre du doigt sur une carte. Mais là où la rivière rencontre la mer, elle se divise. Elle s'ouvre en un delta, en dizaines de bras qui se séparent et se séparent encore. Et aucun de ces bras n'est le vrai fleuve, tandis que les autres seraient de fausses copies. Ils sont tous le fleuve. Le fleuve n'a jamais été la seule ligne. Le fleuve était l'eau, et l'eau va partout où la terre la laisse aller. Tu as passé ta vie à te croire une seule ligne sur une carte, et tu as toujours été le delta. C'est seulement que, jusqu'à cette nuit, personne ne t'avait montré l'embouchure. Un récit que le cerveau assemble d'instant en instant, en cousant le présent au passé remémoré. C'est un récit remarquablement convaincant. C'est le récit le plus convaincant qui soit. Mais c'est un récit, pas une chose. Et à l'instant où tu pars chercher le soi continu et solide en dessous, tu trouves, exactement comme Hume l'a trouvé, qu'il n'y a rien là à attraper. Et maintenant, l'expression que j'ai plantée il y a longtemps peut enfin se poser de tout son poids. Un fil, pas une personne. Je l'ai d'abord employée pour décrire ce qui survit à la règle de Born, un brin de conscience trop mince et trop improbable pour qu'on le veuille. Mais maintenant, elle veut dire quelque chose de plus profond et de plus étrange. Même ce mince fil survivant n'est pas la chose que l'argument promettait de sauver. L'argument s'était donné pour but de préserver toi, le soi continu, la personne. Et il se révèle que la personne a toujours été un fil au sens le plus profond. Toujours un récit cousu ensemble d'instant en instant. Jamais la substance continue et solide que nous imaginions être. Il n'y a aucun toi qui persiste de branche en branche, parce qu'il n'y avait aucun toi unique qui persistait d'instant en instant, en premier lieu. Pas de la manière dont nous le croyons. Je sais que ceci donne le vertige. Je sais que de tout ce que nous avons dit ce soir, c'est la partie qui ne se pose pas facilement, parce qu'elle ne se contente pas de démonter l'argument de l'immortalité. Elle tend la main et ébranle la chose dont tu es le plus certain. Le sentiment de fond que tu es un soi unique, se déplaçant à travers le temps. Alors laisse-moi dire clairement ce que je prétends, et ce que je ne prétends pas. Je ne dis pas que tu n'existes pas, ni que ta vie et tes expériences ne sont pas réelles, ni que les gens que tu aimes sont des illusions. Bien sûr qu'ils sont réels.
Les expériences sont réelles, les souvenirs sont réels, l'amour est réel. Ce que je dis est plus étroit et plus étrange. La chose que l'argument de l'immortalité traite comme un objet simple, donné, unique, le toi continu dont il promet la survie sans terme, n'est pas l'objet simple et donné qu'il prétend. C'est un processus, un motif, un récit, quelque chose de bien plus intéressant et de bien moins solide qu'un fil courant à travers l'éternité. Et une fois que tu vois cela, l'argument perd toute prise, parce qu'il n'y a aucun fil unique que les branches emportent vers l'avant. La question « Où va mon expérience ?» a le même statut que la question « Lequel est le vrai navire de Thésée ?» Elle donne l'impression qu'elle doit avoir une réponse. Elle n'en a pas. Et je veux ajouter un dernier tour de vis, parce que c'est le tour qui rend la version quantique véritablement pire que tout ce qu'ont affronté Hume ou Parfit. Il pouvait au moins imaginer que, dans notre monde ordinaire à voie unique, les cas de ramification étaient exotiques, rares, des expériences de pensée qu'on n'affronterait probablement jamais dans la vie réelle. Mais les mondes multiples retirent même ce réconfort. Si l'interprétation est correcte, la ramification n'est pas exotique et pas rare. C'est la condition constante, incessante, ordinaire de ton existence. Se produisant plus vite que tu ne peux penser, chaque seconde de chaque jour, te scindant en d'innombrables successeurs, également réels, avant que tu n'aies fini de lire cette phrase. Le téléporteur qui troublait Parfit tourne sur toi continuellement, et il ne tombe jamais en panne, parce que la panne, la fabrication de deux toits, est simplement ce qu'il fait toujours. Alors la question sur laquelle l'argument de l'immortalité s'appuie, la question de savoir quelle expérience future est le vrai toi, n'est pas un casse-tête rare que tu pourrais affronter un jour étrange. Elle reçoit une réponse, ou plutôt un refus, des milliards de fois par seconde en ce moment même. Et la réponse est toujours la même. Aucune d'elles n'est l'unique vraie continuation, parce qu'il n'y a aucune unique vraie continuation, parce que ce n'est jamais ainsi que rien de tout cela a fonctionné. Le soi que tu défends contre la mort était copié et divisé bien avant que la mort ne soit jamais sur la table. Et tu ne l'as jamais remarqué, et cela n'a jamais compté. Et cela, étrangement, est le premier indice de l'endroit d'où viendra la paix à la fin de tout ceci. Voilà la troisième fissure, la plus profonde, et elle suffirait à elle seule. Mais il y en a une quatrième, et elle est différente en nature des autres, parce qu'elle ne dit pas que l'argument est faux, elle dit quelque chose de plus accablant. Elle dit que l'argument ne peut jamais, même en principe, être testé. 11e partie, la quatrième fissure. Là où rien ne peut jamais être prouvé. Imagine que quelqu'un décide de tester l'immortalité quantique directement. Il bâtit le dispositif, relié à une pièce quantique, et il s'assoit dans la chaise, déterminé à prouver la théorie en survivant à une série impossible. Disons qu'il l'active 50 fois et vit. De l'intérieur, il est maintenant convaincu. 50 survies, quand la chance de survivre même à 10 était d'1 sur 1000. La chance de survivre à 50 est d'environ 1 sur 1 million de milliards. Sûrement, pense-t-il, cela prouve que je suis acheminé vers des branches survivantes. Et voici le premier problème, celui qui devrait l'arrêter net. De l'intérieur, survivre à 50 activations par immortalité quantique est complètement indiscernable de survivre à 50 activations par pure chance idiote. Il n'y a aucune différence ressentie. Une personne véritablement immortelle et une personne qui est simplement l'unique âme chanceuse sur 1 million de milliards, dans cette branche particulière, font exactement la même expérience. Une série ininterrompue de clics. La série ne prouve rien, même à la personne qui la vit, parce que la chance et l'immortalité se ressentent à l'identique depuis la chaise. Mais c'est pire que cela. Et c'est ici que la physique que nous avons bâtie ce soir fait son travail le plus aiguisé. Pense à ce à quoi ressemble l'expérience de l'extérieur, pour tous les autres. Souviens-toi de la règle de Born. Dans le poids écrasant des branches, l'expérimentateur meurt vite, exactement comme le tableau ordinaire le prédit. Donc, dans presque chaque branche, les gens qui observent voient exactement ce à quoi tu t'attendrais. Une personne qui s'est assise à une machine et a été tuée par elle. Seulement dans une frange évanescente, et sans poids de branche, quelqu'un observe-t-il un survivant. Alors, quelle que soit l'issue de l'expérience, elle ne peut jamais produire une preuve que la communauté scientifique pourrait accepter. Parce que dans l'écrasante majorité des branches, y compris celles qui portent essentiellement tout le poids de probabilité, le résultat est un expérimentateur mort,
une tragédie, et rien d'appris. Il n'y a aucun moyen de le publier, aucun moyen de le partager, aucun moyen de convaincre quiconque n'est pas dans ta branche spécifique et légère comme une plume. Et même ceux-là, comme nous venons de le voir, ne peuvent pas distinguer l'immortalité de la chance. L'expérience est structurellement incapable de générer une preuve. Elle se défait, non parce qu'elle est difficile à faire, mais parce que la structure même de la situation interdit à toute observation de jamais confirmer l'affirmation. Et voilà la 4e fissure, celle qui compte le plus pour savoir si tout ceci est de la science. Une affirmation qu'aucune observation possible ne pourrait jamais confirmer, qui est en principe intestable par quiconque, n'est pas une affirmation scientifique, c'est autre chose. Une position philosophique, un récit, une foi, mais pas un morceau de physique, parce que la physique vit et meurt par la possibilité d'être vérifiée face au monde. L'immortalité quantique, par sa propre logique interne, ne peut jamais être vérifiée face au monde. Et remarque, de façon cruciale, d'où vient cette intestabilité. Elle vient du fait même qui rendait les mondes multiples vivables en premier lieu. Elle vient de la décohérence. Les branches ne se touchent jamais. Nous avons planté cette phrase il y a des parties entières, quand je t'ai dit que la décohérence scelle chaque branche dans sa propre réalité privée, sans porte ni fenêtre vers les autres. Ce scellement est ce qui fait que le monde paraît classique et unique pour nous, ce qui a fait des mondes multiples une théorie respectable plutôt qu'une absurdité évidente. Mais ce même scellement est exactement ce qui rend l'argument de l'immortalité impossible à tester. Les branches où tu as survécu ne peuvent pas envoyer de mots aux branches où tu es mort. Le sceau qui fait fonctionner les mondes multiples est le sceau qui tient l'argument hors de la science, le même fait faisant les deux travaux. C'est le genre d'élégance structurelle que, une fois vu, tu ne peux plus ne pas voir. Et il vaut la peine de s'attarder un instant sur la tentation de croire qu'intestable veut seulement dire difficile à tester. Que peut-être un instrument plus fin, une expérience plus astucieuse, pourrait un jour trancher la question. Il ne le peut pas. La plupart des affirmations non testées de la science le sont pour des raisons pratiques. Nous n'avons pas encore bâti le télescope, pas encore mené l'essai, pas encore atteint le lieu lointain. Mais l'immortalité quantique est intestable en un sens bien plus fort. Elle l'est parce que la structure même de l'affirmation garantit que la preuve ne peut jamais s'assembler dans une seule branche où quiconque pourrait la lire. Une affirmation pareille ne se tient pas à la frontière de la science, attendant de meilleurs outils. Elle se tient en permanence hors de la clôture, dans le territoire des choses qui pourraient être vraies, mais ne peuvent jamais être montrées vraies. Ce qui est le territoire de la foi et de la poésie, non de la physique. Et une fois que tu la places là honnêtement, une grande partie de sa force se vide, parce qu'elle empruntait toute son autorité à la physique, à la précision et à la confirmation, et elle se révèle n'avoir aucun droit sur rien de tout cela. Elle n'a jamais fait que porter le costume. Maintenant, laisse-moi employer cette même compréhension pour dégager le fourré de prétentions qui ont poussé autour de l'immortalité quantique. Parce que certaines ne sont pas seulement fausses, elles sont du genre de faux qui peut blesser des gens, et je veux les démonter avec soin, et avec du respect pour la raison qui pousse quelqu'un à y croire. La première prétention est que les expériences de mort imminente sont une preuve de l'immortalité quantique, que les expériences vives, lucides, parfois transcendantes, que les gens rapportent au bord de la mort, sont des signes de la conscience glissant vers une branche survivante. Je comprends l'attrait de cela. Les expériences sont réelles, et elles sont puissantes, et ceux qui les vivent en sont souvent changés. Mais la science pointe vers un endroit précis, et bien plus terre à terre. Il existe une signature biologique documentée pour ces expériences. En 2013, une chercheuse nommée Jimo Borjigin et ses collègues publièrent une étude dans laquelle ils enregistrèrent l'activité cérébrale de rats dans les secondes qui suivirent immédiatement un arrêt cardiaque une fois la circulation stoppée. Et ce qu'ils trouvèrent était stupéfiant. Dans ces dernières secondes, le cerveau mourant ne s'éteignit pas simplement. Il produisit une poussée aiguë d'activité électrique hautement organisée et synchronisée, une salve d'ondes associée au traitement conscient, à des niveaux qui dépassèrent brièvement l'état de veille normal. Le cerveau, dans l'acte de mourir, tira une dernière cascade extraordinaire. Et en 2022, un groupe distinct documenta une poussée étonnamment semblable d'activité organisée dans le cerveau d'un patient humain mourant, enregistrée par accident lors d'une urgence médicale. La qualité lucide,
vive, dilatée dans le temps de l'expérience de mort imminente, paraît être la signature d'un cerveau dans son état le plus extrême. Un système nerveux flamboyant, brillamment, tandis qu'il défaille. Non le son de la conscience s'évadant vers une autre branche. Et quant au récit de gens qui ont survécu contre des chances impossibles, la personne qui s'est éloignée de l'accident qui aurait dû tuer tout le monde, celle qui a vaincu la maladie que les médecins avaient abandonnée, pris comme preuve que quelqu'un, quelque part, est protégé quantiquement, ici la réponse est plus simple et plus ancienne que la mécanique quantique. Avec des milliards de personnes vivant sur Terre, des séries de chances extraordinairement improbables ne sont pas seulement possibles, elles sont statistiquement garanties d'arriver à quelqu'un. Et le quelqu'un à qui elles arrivent est, par définition, celui qui est encore là pour raconter l'histoire. Nous n'entendons jamais les milliards pour qui le coût improbable n'a pas payé. Nous n'entendons que les survivants. Et donc la survie paraît bien plus miraculeuse qu'elle ne l'est. Ce n'est pas les mondes multiples, c'est le biais du survivant, la plus ancienne illusion statistique qui soit. La deuxième prétention est plus étrange et plus spécifique, et elle s'est répandue largement. C'est l'idée que l'effet Mandela, le phénomène où un grand nombre de personnes partagent le même faux souvenir, mal se rappelant un logo, une réplique de film, l'orthographe d'un nom, est une preuve de souvenir qui suinte depuis des branches voisines. Une preuve que les branches fuient les unes dans les autres. Et ici, la physique, que nous avons bâtie ce soir, donne une réponse nette et totale. Parce qu'elle percute de plein fouet la décohérence. Les branches ne se touchent jamais. Le mécanisme même qui fait fonctionner les mondes multiples, qui scelle chaque branche dans sa propre réalité, interdit absolument l'échange de la moindre information entre branches, souvenirs compris. Si les branches pouvaient se transmettre des souvenirs, la décohérence ne tiendrait pas. Et si la décohérence ne tenait pas, le monde ne paraîtrait pas classique, et les mondes multiples ne décolleraient même pas. Tu ne peux pas te servir des mondes multiples pour expliquer l'effet Mandela, parce que les mondes multiples, correctement compris, sont l'argument le plus fort possible qu'aucune fuite de ce genre ne peut jamais se produire. Et pendant ce temps, la science réelle de la mémoire explique l'effet Mandela complètement, sans multivers requis. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement, c'est une reconstruction, rebâtie chaque fois que tu te souviens de quelque chose, et profondément suggestible. La psychologue Elizabeth Loftus passa les années 70 et au-delà à démontrer, expérience après expérience, avec quelle facilité de faux souvenirs peuvent être plantés chez des gens ordinaires. Et en 1995, les chercheurs Henry Rodiger et Kathleen McDermott montrèrent que les gens se rappelleront de façon fiable et confiante des mots qui ne leur ont jamais été montrés, simplement parce que ces mots épousent le motif de ce qu'ils ont vu. Les faux souvenirs partagés viennent de biais partagés, d'expositions culturelles partagées, de la nature reconstructive ordinaire d'un esprit qui comble les vides. Les branches ne se touchent jamais. Et ton mauvais souvenir du nom d'un personnage de dessin animé n'est pas une fissure dans la réalité. C'est juste un esprit qui fait ce que font les esprits. Et maintenant, la troisième prétention, la plus dangereuse. Et je vais l'aborder directement et doucement, parce qu'elle compte plus que d'avoir la physique juste. Certaines personnes tirent de l'immortalité quantique l'idée que se faire du mal serait sans conséquence. Que, parce que tu survis toujours dans une branche, mettre fin à sa propre vie ne pourrait pas vraiment te tuer. Que la mort ne serait, d'une certaine façon, pas réelle. J'ai besoin que tu entendes ceci clairement. C'est faux, même selon les propres termes de l'argument, même si tu accordais chaque chose qu'il prétend. Parce que, même dans le tableau complet des mondes multiples, les branches dans lesquelles une personne meurt sont complètement, totalement réelles. Les mondes multiples ne disent pas que les branches de la mort sont des illusions, ni qu'elles ne comptent pas. Ils disent le contraire. Ils disent que toutes les branches sont également réelles, ce qui veut dire que les branches dans lesquelles quelqu'un meurt sont exactement aussi réelles que toutes les autres, et qu'elles contiennent de vrais corps, et une perte réelle et permanente, et de vraies personnes laissées derrière dont le chagrin n'est adouci en rien par l'existence d'une autre branche qu'elles ne peuvent jamais atteindre ni connaître. L'argument, même pris au pied de la lettre, n'offre aucun abri contre les conséquences de la mort. Il ne les réduit pas. S'il fait quoi que ce soit, il les multiplie, dispersant une perte réelle à travers d'innombrables branches réelles. Il n'existe aucune version de cette idée, correctement comprise, qui rende le mal sûr,
ou la mort irréelle, ou la souffrance survivable dans un ailleurs consolant. La physique n'adoucit pas la mort. Elle ne prétend même pas le faire. Et si quoi que ce soit dans cette vidéo a remué en toi un sentiment difficile, je veux que tu saches que le bon endroit où porter ce sentiment est une autre personne, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui peut s'asseoir avec toi dans cette branche-ci, la vraie, la seule que chacun de nous puisse réellement atteindre. Ce n'est pas un détour hors de la physique, c'est la chose la plus importante que la physique ait à enseigner. Que cette branche, cette vie, ces personnes sont l'enjeu réel et unique. Alors voilà les 4 fissures, et le fourré dégagé. Les branches sont sans poids là où tu survis. Le corps offre un crépuscule amincissant, non une restauration. La chose survivante n'a jamais été un soi unique au départ. Et toute la prétention ne peut jamais être testée, scellée hors de la science, par la décohérence même qui rend le multivers vivable. L'immortalité quantique, exposée de toute sa hauteur effrayante, puis démontée honnêtement de 4 directions, avec les mythes qui l'entourent dissous par la physique même qui l'a bâti. Tu n'es pas immortel, tu peux laisser ce cauchemar-là s'en aller. Mais je ne veux pas finir sur une liste de réfutations, parce que cela manquerait la chose qui compte réellement, la raison pour laquelle cette idée a une telle prise sur nous, en premier lieu. 12e partie, la miséricorde d'une fin. Laisse-moi te dire ce qu'était réellement l'immortalité quantique, maintenant que nous l'avons démontée et que nous pouvons voir toutes ces pièces étalées. Retire les fonctions d'onde et la ramification, et le dispositif, et la règle de Born, et ce qui reste au centre même de l'argument est quelque chose de presque gênant de simplicité. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la physique. Au centre de l'argument se trouve le plus vieux tour que l'esprit humain se joue à lui-même. C'est le fait que tu ne peux pas imaginer ta propre absence. C'est la pièce sombre du tout début de cette vidéo. Le moment où tu essayes de te représenter le non-existence et où tu trouves un observateur encore debout dans le cadre. Toute la machinerie élaborée de l'immortalité quantique, tous les mondes parallèles et les branches survivantes, et ce seul sentiment ordinaire et universel, habillé dans la mathématique la plus sophistiquée que l'humanité ait jamais produite. C'est l'esprit prenant l'indisponibilité structurelle de sa propre absence pour une garantie de sa propre continuation. Pense à la manière dont le tour fonctionne, parce qu'une fois que tu le vois, tu ne peux plus être dupé par lui. Ta conscience ne peut jamais être témoin de sa propre fin. Par définition, il n'y a aucune expérience de la non-expérience, aucun moment d'être mort que tu pourrais jamais traverser. Parce que le fait d'avoir des moments est justement la chose qui serait partie. Alors, de l'intérieur, ton flux de conscience a une forme étrange, à sens unique. Il ne peut trouver aucun bord à lui-même, aucune frontière, aucun terminus qu'il pourrait jamais faire l'expérience d'atteindre. Chaque moment de ta conscience a nécessairement été un moment où tu existais, parce que ce sont les seuls moments que la conscience peut contenir. Et l'argument de l'immortalité prend ce trait structurel nécessaire de la conscience, le fait que tu ne te trouves jamais qu'existant, et le lit comme une vérité profonde sur l'avenir, comme une promesse que tu te trouveras toujours existant. Mais ce n'est pas une promesse. C'est juste l'ombre que la conscience projette, le fait que les lumières ne peuvent jamais te montrer la pièce avec les lumières éteintes. Les mondes multiples n'ont pas créé cette illusion. Les mondes multiples lui ont juste donné un vocabulaire. Une manière de dire le vieux sentiment dans le langage de la physique, et l'ont fait sonner, pour un moment, comme une découverte plutôt que comme une confusion. Et maintenant, enfin, l'expression que je t'ai demandé de porter depuis le tout début peut rentrer à la maison. Et tu vas entendre comme son sens a complètement changé. Tu n'as jamais fait qu'une seule expérience, celle d'être en vie. Quand je l'ai dite pour la première fois dans la pièce sombre, elle sonnait comme rien, comme une évidence qui se mord la queue, une phrase qui disait à peine quelque chose. Bien sûr, quoi d'autre aurais-tu pu vivre? Mais maintenant tu peux entendre ce qui se cache à l'intérieur. Cette petite phrase est le moteur entier du cauchemar. Elle est vraie, complètement vraie. Tu n'as jamais fait que l'expérience d'être en vie, et tu ne feras jamais l'expérience d'autre chose. Mais la raison n'est pas que tu es immortel. La raison est qu'être en vie est la condition préalable pour faire l'expérience de quoi que ce soit. La phrase n'est pas un indice que ta conscience continuera sans terme. C'est juste une description de ce qu'est la conscience. Elle ne peut jamais rendre compte que depuis l'intérieur de l'existence, parce qu'il n'y a aucun extérieur depuis lequel elle pourrait rendre compte.
L'argument de l'immortalité a entendu cette phrase et a cru avoir trouvé une faille dans la mort. Mais il n'y a aucune faille. Il n'y a qu'un esprit qui ne peut pas, par sa nature même, se représenter son propre silence, et un univers sous aucune obligation d'assortir cette limite d'une promesse. Tu n'as jamais fait qu'une seule expérience, celle d'être en vie. Ce ne fut jamais une garantie, ce ne fut jamais qu'un miroir, te montrant la forme de ta propre conscience et prenant cette forme pour la forme de l'éternité. Laisse-moi te ramener à la pièce sombre une dernière fois. Maintenant que tu comprends ce qu'est réellement l'observateur dans le cadre, tu es allongé dans le noir de nouveau, comme au début. Et tu essayes encore une fois de faire la chose impossible, d'imaginer le moment après ton dernier moment. Et voici l'observateur, le même qu'avant, le témoin tranquille qui apparaît dans le cadre à l'instant où tu essayes de te représenter le monde sans toi. Mais cette fois, tu le reconnais. Cette fois, tu sais ce qu'est l'observateur. Ce n'est pas une preuve que tu seras là. Ce n'est pas une âme, et ce n'est pas une branche survivante, et ce n'est pas un fil de conscience se faufilant vers l'avant dans le noir. C'est juste le fait structurel que l'imagination a besoin d'un imaginant, que tu ne peux pas te représenter une scène sans quelqu'un pour se la représenter. Et donc ton esprit, à qui l'on demande de se représenter sa propre absence, fournit tranquillement et impuissamment un remplaçant, et appelle cela la mort, et le remplaçant est le tour. Tu le vois maintenant. Et le voyant, tu peux faire une chose que tu ne pouvais pas faire avant. Tu peux laisser l'observateur s'en aller. Tu peux laisser l'image être ce qu'elle est réellement, qui n'est pas une pièce sombre avec toi dedans, mais simplement l'endroit où l'image finit, le bord du cadre, la dernière page. Non une obscurité à laquelle tu seras présent, juste un achèvement tranquille dont tu n'auras jamais à être témoin. Parce qu'il n'y aura aucun toi restant qui ait besoin d'être témoin de quoi que ce soit. Et cela, il se trouve, n'est pas une horreur. C'est une miséricorde. Parce que voici la chose que l'argument de l'immortalité fuyait. La chose pour éviter laquelle il a bâti un multivers entier. La fin d'une vie n'est pas un défaut de conception. Ce n'est pas un problème à résoudre, ni une faille à trouver. C'est la chose même qui fait qu'une vie est une vie, plutôt qu'un résidu de conscience sans forme, se faufilant sans terme, sans forme et sans repos. Un morceau de musique n'est pas rendu pire par sa note finale. Il est rendu possible par elle. Une histoire n'est pas diminuée par sa dernière page. Elle est achevée par elle, rendue en une chose entière qui peut être tenue et remémorée et aimée, précisément parce qu'elle finit. La peur de la mort et le fantasme de l'immortalité, nous pouvons le voir maintenant, tourner tous deux autour de la même question sans réponse. La question de savoir quelle expérience future est vraiment moi. Une question qui, comme nous l'avons trouvée, n'a pas de réponse, parce qu'elle était la mauvaise question depuis le début. Et quand tu poses cette question à terre, quand tu cesses d'exiger que le flux de conscience continue sans terme, et que tu le laisses être la chose finie, bornée, complète qu'il est réellement, quelque chose se détend. La peur ne s'évanouit pas exactement, mais elle change de forme. Elle devient quelque chose de plus tranquille, quelque chose de plus proche du sentiment que tu as à la fin d'une longue et bonne journée, quand tu es fatigué de la bonne façon, et que la journée était entière, et que le sommeil n'est pas un ennemi, mais une sorte de repos que tu as mérité. Il y a une vieille pensée qui vaut d'être offerte ici, parce qu'elle précède toute la physique et lui survit. Le poète romain Lucrèce, écrivant il y a plus de 2000 ans, remarqua que nous ne sommes pas troublés par l'éternité de temps qui s'est écoulée avant notre naissance. Les âges sans terme dans lesquels nous n'existions pas, et ne manquions à personne, et ne souffrions de rien. Aucun de nous ne reste éveillé à pleurer les siècles avant sa naissance. Cette non-existence ne nous a rien coûté, et nous n'en ressentons l'absence pas du tout. Et Lucrèce demanda, doucement, pourquoi nous devrions considérer la non-existence qui vient après notre mort autrement, puisque c'est la même sorte de chose, la même absence d'un soi pour la subir. La symétrie est exacte. Il y eut un temps sans toi, et il ne t'a pas blessé, parce qu'il n'y avait aucun toi à blesser. Il y aura un temps sans toi, et par la même logique, ce ne sera pas une obscurité que tu endures, parce qu'il n'y aura aucun toi pour l'endurer. L'argument de l'immortalité est, d'une certaine façon, un refus frénétique de cette symétrie antique, une tentative d'insister pour que l'après soit différent de l'avant. Mais l'avant et l'après sont des images en miroir, et l'incapacité de l'esprit à se représenter l'un ou l'autre est la même incapacité. Le même observateur
apparaissant sans invitation, dans le même cadre vide. Si l'éternité avant ta naissance n'était pas une horreur, alors le calme après ta mort n'a pas besoin d'en être une non plus. C'est la même paix approchée depuis l'autre côté. C'est là que je veux te laisser ce soir, pas avec une promesse que tu vivras pour toujours, parce que cette promesse, regardée de près, était un cauchemar portant le masque d'un cadeau. Et pas avec le froid réconfort d'une réfutation, 4 fissures dans un argument, un débat gagné. Je veux te laisser plutôt avec la chose qui était vraie avant toute la physique, et le restera longtemps après. La chose que l'argument a dépensé toute son ingéniosité à essayer de fuir et n'a jamais pu. Tu es ici maintenant. Cette branche, celle-ci, la seule que tu atteindras jamais, est réelle, et tu es en elle. Et les gens que tu aimes sont en elle avec toi. Et il suffit qu'elle ne dure pas pour toujours. Il suffit. Peut-être que c'est tout, précisément parce que cela ne dure pas. L'univers ne t'a pas donné un fil de conscience condamné à se faufiler seul à travers le noir. Il t'a donné quelque chose de meilleur, et de plus courageux, et de plus fragile que cela. Il t'a donné une vie avec des bords, une histoire avec une dernière page, un morceau de musique qui finit. Et l'observateur que tu ne cesses de trouver dans le noir, celui qui ne peut pas se représenter le silence, n'a pas besoin d'en avoir peur. Le silence n'est pas pour toi à vivre. Il n'est que la forme du calme après, le repos à la fin de la journée, l'endroit où l'image s'achève doucement. Tu n'as jamais fait qu'une seule expérience, celle d'être en vie. Que cela soit, enfin, non pas une sentence de solitude sans terme, mais la sorte de grâce la plus simple et la plus ordinaire. Et maintenant, où que tu sois, quelle que soit l'heure, tu peux laisser la question s'en aller et te reposer.